Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'avril 2021. Donc on est toujours vers le début de l'année. Et donc c'est parti. Alors on va entamer cette lecture par les deux premiers tomes de Mashle. Donc Mashle c'est une nouveauté. Hop, il y a un peu de poussière sur celui-ci. Donc ouais, ça faisait longtemps une nouveauté dont on parle en tout cas que... Parce que bon, des nouveautés dont personne ne parle, on en voit quelques fois dans cette émission, mais des nouveautés comme ça faisait longtemps. Et c'est bien représentatif de ma faiblesse face au manga. Parce qu'en fait, Mashle, quand j'ai vu genre que ça existait, tout ça, j'étais en mode sympa, ok, le concept a l'air sympa. Peut-être qu'un de ces jours, quand tous les tomes seront sortis, si j'ai de l'argent, j'essaierai. Mais il était hors de question de le commencer quand ça sort, parce que j'ai pas le temps ni le budget, enfin vous voyez, dans mon planning c'est un peu serré déjà là. Et donc voilà, et puis ça a commencé à dire que ça allait sortir en France, tout ça. Et il y a eu les pubs, la campagne de pub, tout ça pour dire quoi, allez ça sort bientôt, achetez-le. Et moi je me disais, bon bah moi j'achète pas. Et en fait, à force de voir la pub, je sais pas pourquoi, c'était toujours la même illustration, je crois que c'était même celle-ci qu'il y a sur la couverture du 1. Mais cette illustration, à force, elle m'a fait rappeler un peu une ambiance... je sais pas, à force de regarder Mashle dans les... Enfin, non, il s'appelle Mash. À force de regarder Mash dans les yeux, là, sur la pub, je me suis mis à me souvenir d'un peu de ce feeling gag manga, enfin pas gag, enfin si, manga avec des gags, quoi, vous voyez ce que je veux dire, qu'il peut y avoir dans Belzebub, dans Seiki Kusuo, dans plein d'autres trucs, où t'as des personnages très affirmés au niveau personnalité, qui sont presque des petites caricatures, mais qui ont tellement de personnalité qui sont drôles et très attachants au final. Et je sais pas, en voyant son air un peu blasé et en même temps fort, j'ai eu une sorte de réminiscence de ça, quoi, mode flashback de la guerre du Vietnam, mais à la place de la guerre du Vietnam c'était des mangas rigolos. Et j'ai craqué, et là j'ai flanché, je me suis dit, bon, ok, j'essaye, allez, si j'ai le budget j'essaye, et il se trouve que j'ai eu le budget. Donc bon. Ce qui est un gros problème, mine de rien, parce que regardez en tête que j'ai un planning d'achat très serré et que je suis pratiquement incapable de ne pas continuer une série que j'apprécie, quoi. Je suis obligé d'être à jour, sinon ça m'embête. Et ce qui fait qu'en fait ça se rajoute. Non seulement ça m'a fait acheter 2 tomes que j'aurais pas acheté en temps normal, mais en plus c'est une série que je vais sûrement continuer, donc bon, vous voyez un peu le problème, quoi. C'est... ça va me rajouter à chaque fois qu'il y a un tome de Mashle qui sort, un tome de plus à mettre quelque part dans mon planning d'achat qui est déjà très très serré. Donc voilà, donc ça c'est un peu ma faiblesse face au manga. Illustré quoi, parfaitement. Donc voilà, les 2 premiers tomes sont sortis en même temps. Pour une fois je suis un peu dans l'actualité, donc ça change. Hop. Donc c'est par Hajime Komoto et c'est aux éditions Kazé, pardon. C'est aux éditions Kazé. Alors sinon, je vais parler du manga en lui-même, parce que j'ai parlé pendant 30 ans de... pourquoi je l'ai acheté, machin. Donc c'est l'histoire d'un gars qui dans un monde de magie n'a pas de magie, mais est super fort, et va devoir rentrer dans une école de magie pour devenir en gros le roi des pirates, le Hokage, ce que vous voulez, enfin vous voyez. Le gars dans l'école de magie qu'en gros tout le monde respecte et tout le monde se dit ouais c'est un magicien de génie quoi. Alors que je rappelle il n'y a pas de magie, mais il est excessivement fort, hein, genre niveau genre, il se passe une action, on voit pas ce qui se passe, et après t'as un des personnages qui a remarqué qu'il y a un flashback où genre il a fait 36 actions en 2 secondes, vous voyez genre à quel point il est fort. Et du coup ouais, c'est plutôt marrant. Par contre, c'est très amateur, dans le sens, enfin, non, c'est pas très, le manga en lui-même est pas très amateur, je dirais surtout que l'auteur est très amateur et ça se voit. D'ailleurs il est souvent comparé, on dit souvent que ça c'est un peu le mix entre One Punch Man et Harry Potter. Les deux sont plutôt justifiés comme comparaison. Pour Harry Potter, c'est pas juste parce que c'est une école de magie, mais aussi parce que vraiment dans l'esthétique, dans le fonctionnement de la magie, tout ça, ça ressemble à Harry Potter. Et il y a même ces histoires de maisons, de trucs comme ça. Et concernant One Punch Man, c'est déjà, il suffit de regarder le dessin là pour comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a un style de dessin et d'expression faciale qui ressemble pas mal. Et un certain amateurisme. Que l'auteur, en fait ça se voit parce que l'auteur
si vous voulez, il s'en cache pas que qu'il n'était pas mangaka à la base, le gars. Et ça se voit aussi un peu dans les dessins, avec le style de dessin, et aussi le fait que, si vous regardez par exemple là, hop, vous voyez, les persos ont des toutes fines jambes sur les... Je crois que dans le manga, j'ai pas l'impression que ce soit comme ça, ou alors si c'est comme ça, c'est très bien fait, parce que j'ai pas remarqué. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des jambes normales dans le contenu du manga, mais sous les couvertures, je sais pas pourquoi, ils ont toujours des jambes super fines, ou dans les trucs interchapitres. Donc vous voyez, c'est un peu un truc bizarre de proportion au niveau dessin, on a l'impression que l'auteur sait pas faire les jambes, quoi. Mais bon, enfin vous voyez, même dans les bonus, les post-face, les trucs comme ça, les trucs interchapitres où il raconte sa vie, l'auteur, il nous explique bien que le gars, il travaillait dans un bureau à la base, quoi, mais il a réussi, et franchement, c'est prometteur, et tu vois qu'il fait des efforts quand même. Alors, encore un truc qui montre qu'il était très amateur, par exemple, c'est qu'à un moment, il est vraiment en mode... Ah bah on m'a dit de mettre un perso féminin mais je savais pas le faire. Bon bah j'ai réussi finalement, j'aime bien donc tant mieux. Mais ben voilà, c'est genre le gars il savait pas faire un perso féminin et il avait déjà commencé son manga. Mais c'est pas... il a du mérite quand même quoi, parce que vous voyez il savait pas faire son perso féminin mais il l'a quand même fait et il l'a bien fait. Le perso, voilà. Le perso il existe, il est tangible, on y croit. Donc c'est qu'il est bien réalisé. Donc voilà, à ce niveau-là, plutôt cool, Mashle, plutôt cool. C'est vraiment pas une mauvaise surprise. Et je pense, si ça avait été pas bien, j'aurais pu avoir espoir de peut-être ne pas continuer. Mais là, du coup, je pense que je vais devoir continuer. Donc j'ai rajouté une série à ma longue liste de trucs où je dois rester à peu près à jour. Alors qu'il y a genre une dizaine, et je rigole pas, littéralement une dizaine de séries qui ne sont pas encore sorties, mais qui vont être ajoutés si je peux acheter tout ce que je veux. Donc voilà, je me rajoute des poids supplémentaires et vous allez voir, c'est pas fini. Mais Mashle, voilà, pour une fois je suis dans l'actualité et donc si vous vouliez un avis avant de vous lancer parce que c'est assez nouveau, c'est très très cool et franchement ça vaut le coup, mais il y aura un côté peut-être un petit peu amateur qui à mon avis persistera tout au long du manga, mais qui devrait être de moins en moins flagrant au fur et à mesure des tomes. Alors ensuite on enchaîne sur The Promised Neverland chez Kaze, le scénario par Keiyu Shirai et le dessin par Posuka Demizu. Alors The Promised Neverland, bon c'est déjà un peu plus fin, hein, mais c'est plutôt sympa. Alors ça fait partie de ces histoires dont je vous parle de temps en temps, et d'ailleurs c'est aussi le cas de Mashle, hein, tant que j'y pense, de ces histoires que je considère comme ces fameuses nouvelles séries qui arrivent tous les 2 mois et qui sont censées être les renouveaux du Shonen Jump, machin, et sur lesquels généralement je suis un petit peu sceptique. Enfin, surtout sur certaines. Parce que Mashle par exemple, j'étais un peu sceptique aussi, Mashle. Mais pas sceptique en mode ça va être nul. Peut-être sceptique en mode oh, les gens exagèrent peut-être un peu. Et The Promised Neverland, c'est... On va dire pareil, même si vraiment, vu la prémisse, je me doutais que c'était quand même forcément bien dans l'idée s'ils ont pas fait n'importe quoi, quoi. Et ça manque pas, c'est vraiment sympa. Alors, The Promised Neverland, je vais vous raconter l'histoire. Ouais, là c'est la version tome offert pour l'achat de 2 tomes casés, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un gros tome offert marqué dessus. Alors, The Promised Neverland, le truc, c'est qu'il y a une sorte de twist dans le synopsis, si vous voulez. Donc si vous voulez vraiment être... si vous ne savez rien sur The Promised Neverland et que vous voulez être en mode pure découverte, passez au manga suivant, c'est normalement dans la barre, c'est séparé en fonction de la série, dans la barre YouTube. Donc vous pouvez sauter directement au manga suivant, ou au manga encore après, ou d'encore après, ou d'encore après, ou... Vous pouvez changer de vidéo si vous voulez. C'est vous qui voyez, hein, c'est pas moi qui décide. Mais ouais, donc voilà, donc en gros, si vous voulez quand même savoir le synopsis, c'est l'histoire en gros d'orphelins qui sont dans un orphelinat, ça c'est logique, et qui se rendent compte qu'en fait ils sont pas dans un orphelinat où tout est heureux, tout va bien, tout le monde est gentil et tout le monde les aime. En fait, ils sont dans un orphelinat qui est un élevage d'humains pour donner à manger à des monstres, quoi. Et ça c'est moins normal. Du coup, le truc c'est que les trois là, qui sont un peu les génies les plus intelligents et qui vont bientôt y passer, logiquement,
vont tout faire pour essayer de s'enfuir, et avec tous les autres, dont des petits-enfants, des bébés, si possible. Ce qui déjà est sacrément difficile de base, donc avec les petits-enfants et tout, bon, je sais pas trop comment ils vont faire. Et voilà, donc c'est ça la prémisse de base, quoi. C'est, ils étaient heureux dans un orphelinat, ah, mais en fait c'était pas un orphelinat, c'était un garde-manger pour monstres. Et on sait pas trop ce qui est devenu du monde extérieur, du coup ça a l'air de se passer après notre époque. Et voilà. Donc du coup, si ça se trouve, le monde les monstres règnent sur le monde ou un genre de truc comme ça. On sait pas trop. C'est très prometteur. C'est très prometteur, oui. C'est The Promised Neverland. Je vais pas trop m'étendre parce que bon, il se passe 2-3 trucs dans ce tome autre que ce que je viens de vous raconter, mais enfin voilà quoi, je vais vous laisser le lire si vous voulez lire. Je vous ai raconté de quoi ça parle. C'est le tome 1, donc bon, si ça se trouve. Ça vous donne envie de le lire, donc je vais pas non plus rentrer dans les détails. Et sauf, petit truc pour ceux qui... Parce que moi j'aime bien regarder sous les jaquettes, je pense qu'il y a des gens qui pensent pas tout le temps. Mais ce personnage-là, je pense que je sais qui c'est, moi. Je rappelle, peut-être que c'est évident pour certains, mais je rappelle que moi j'ai lu que le tome 1, donc... je sais pas si j'ai raison, mais logiquement je pense que j'ai raison. Hop là. Donc, voilà, donc The Promised Neverland, c'est franchement... c'est cool. Je comprends pourquoi des gens se sont dit ah c'est le renouveau du Shonen Jump machin quand c'est sorti. Il n'empêche qu'il y a beaucoup trop de renouveau du Shonen Jump tous les 2 mois là donc. Mais voilà, pour Promised Neverland, franchement, si je pouvais à moindre frais je continuerais, mais bon là je peux pas trop. Alors ensuite, voilà. Arrête de me chauffer Nagatoro. Alors de Nanashi aux éditions Noévé Graphics. Alors là c'est l'heure du gros morceau. Peut-être il y a 2 gros morceaux. Bon, c'est un des gros morceaux. Vous voyez, moi je suis pas spécialement fervent admirateur d'un éditeur en particulier. Moi c'est plus la série qui m'intéresse dans l'absolu, l'éditeur même, limite je m'en fiche. Bon certains ont leur particularité donc des fois c'est mieux si c'était l'éditeur qui édite ça, mais globalement je m'en fiche. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est les séries qu'ils ont, les éditeurs en question. Il y a bien, par exemple, j'ai de l'affection pour Pika comme éditeur par exemple, ou pour Meian, parce que bah Pika, ils éditent du Fairy Tail La Foison, et puis Meian, ils ont sorti Tombé du Ciel et Masamune Nekun's Revenge, des années après que ce soit mort. Mais, ouais, donc j'ai un peu, si tu me dis, ah c'est Pika, c'est Meian, je me dis, ah cool. Mais, dans l'absolu, ça change pas grand chose. Et là, t'as ce nouvel éditeur, Noévé Graphics, qui a réussi à m'avoir niveau marketing, mais d'une manière incroyable. C'est-à-dire que, vous voyez, Nagatoro, c'est un manga qui m'intriguait. Parce que j'avais vu que c'était, genre à la base c'était un doujinshi, qui a eu genre 2 ou 3 versions avant d'arriver à celle-ci, qui est la version propre manga que tu peux vendre, enfin qui ressemble à un vrai manga quoi. Bon, je sais pas trop à quoi ressemble les doujinshi, mais ils avaient l'air un petit peu plus amateurs. Ce qui est logique pour des doujinshi. Mais voilà, donc du coup il m'intriguait ce manga. Mais voilà, bon, sans plus on va dire. Puis ils annoncent qu'il sort en France. Enfin les tomes sortent en France. Du coup je me dis, ah quand même. Ouais, peut-être que voilà. En plus, je vois que c'est Noévé Graphics, et Noévé Graphics, c'est un éditeur je sentais qu'il y avait un truc qui sentait bon dans cet éditeur. Donc, ça m'a emballé un petit peu. Mais j'avais pas trop le budget. C'est un peu comme pour Machel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon bah, j'ai pas trop le budget, j'ai pas trop ce qu'il faut. Bon, tant pis. J'ai hésité, plusieurs fois dans ma tête, j'ai fait la girouette un peu, j'étais en mode oh allez si je me l'achète, j'achète pas ce tome là à la place, et puis tant pis, c'est pas grave, je peux décaler un petit peu, etc. Et des fois j'étais en mode non mais non, je peux pas faire ça, ça va tout décaler, ça va encore me faire une série à acheter, c'est pas pratique, Et au final, j'ai craqué. Pourquoi j'ai craqué? Ce qu'ils avaient dit sur Twitter, ils l'ont sûrement annoncé autre part, mais moi j'ai vu sur Twitter, que ils allaient mettre des cartes dedans qui avaient une chance d'être dédicacées par l'auteur directement. Moi, ça m'intéressait moyen. Ça aurait été cool d'avoir la carte dédicacée, mais je comptais pas trop dessus. Parce qu'en fait, je pensais, moi, que c'était une carte postale, parce que c'est un truc assez commun d'offrir des cartes postales dans les collectors ou dans les versions spéciales de manga.
Et donc moi, par défaut, quand ils ont dit une carte, j'ai m'imaginais une carte postale. Et franchement, une carte postale ou une lithographie ou ce que vous voulez, qui a un peu qui rentre dans un manga, quoi, ça m'intéresse pas beaucoup. Enfin, en tout cas, voilà. Donc j'étais parti pour ne pas l'acheter. Puis là, je vois un gars qui met sur Twitter, oh, trop cool, j'ai pas eu la carte signée, mais c'est quand même cool. Puis moi, je vois la carte, et c'était pas une carte postale. C'était une carte comme ça, en fait. Une carte en mode un peu jeu de cartes à collectionner, quoi. Enfin, c'est pas un jeu, du coup, vu qu'il n'y a pas de mécanique de jeu, mais c'est une carte à collectionner. Et quand j'ai vu qu'il faisait ça, d'un coup, c'est passé... d'un coup, j'avais trop envie de l'avoir, parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes à collectionner. Surtout Pokémon, Yu-Gi-Oh! Le jeu Dragon Ball Super est pas mal aussi. Même le jeu Digimon où j'ai que 2 cartes. Enfin, vous voyez, j'aime bien collectionner le Yokai Watch, pareil. J'aime bien collectionner ce genre de jeu de cartes à collectionner justement. Et le problème de ça, c'est que je dépense pratiquement tout mon argent en manga. Du coup, j'ai jamais l'occasion d'en acheter. Des boosters ou des cartes, enfin ce que vous voulez quoi. Et puis en plus, il y en a trop, donc je pourrais jamais tous les collectionner. Mais offert avec un manga, une carte à l'effigie du manga, ça j'adore, ça c'est trop bien. Niveau marketing, c'était vraiment la stratégie à adopter pour que, puis ça marchait, pour me faire acheter le manga. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah là j'ai craqué, je me suis dit bon tant pis, je l'achète, c'est bon. En plus, voilà quoi, c'est trop bien. Et du coup, il y a aussi cette carte, c'est pas la seule carte Nagatoro, il y a aussi celle-ci qui est la carte version spéciale librairie, c'est une promo en fait si vous voulez. La différence entre les cartes normales et les cartes promo, c'est principalement, là il y a une citation sur les cartes que tu trouves dans le manga, et les cartes promo que tu as en librairie en plus, c'est avec le logo de la série. Et voilà, du coup, pour ces cartes, j'ai craqué et j'ai décidé de me l'acheter alors que j'hésitais depuis un certain temps. Et franchement les cartes sont super. Et ce que j'ai trouvé trop cool, parce qu'il y a un truc que je demande, alors je pense que vous verrez pas. Ah, est-ce que vous voyez là? Il y a des... Ouais c'est ça, vous voyez. Vous voyez là, il y a marqué NG PR 004 dans le coin. Donc il y a des numéros. Les cartes ont des numéros. Ce qui veut dire que c'est vraiment un truc en mode carte à collectionner. Il y a des... Tu peux te faire le full set avec les cartes dans l'ordre, dans le bon numéro. Et ça, je trouve que c'est un détail qui change tout dans les jeux de cartes à collectionner. Ça donne vraiment beaucoup plus envie de remplir la collection. Parce que tu te dis, ah si je mets la 1 après la 2, après la... Alors que si c'est des cartes comme ça en vrac, tu te dis, bon bah ouais, il y a des cartes en vrac quoi. Mais si c'est bien rangé et que tu peux les mettre dans l'ordre, là, c'est un truc dont tu veux avoir toute la collection. Et du coup, bon voilà, ça c'était le pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, sur le manga en lui-même. Alors, l'histoire en elle-même, c'est un peu, Takagi-san dans l'idée. Quand Takagi me taquine, ça s'appelle en français. C'est l'histoire en gros d'une fille qui taquine un gars, quoi. Et c'est une comédie romantique. Alors, c'est un petit peu plus harcèlement que dans Takagi-san. Vous voyez, dans Takagi-san, vraiment c'est des taquineries quoi, c'est littéralement elle se moque un peu de lui quoi. Là ça sonne un peu plus harcèlement quand même, c'est un petit peu plus méchant. Mais voilà quoi. Mais en vrai sans les moments interchapitres, hop, genre là où elle se dit oh là là je vais peut-être aller un peu trop loin. Dans les premiers chapitres tu pourrais vraiment te dire qu'elle le harcèle juste méchamment quoi. Mais ouais, bon voilà, t'as ces moments interchapitres où tu vois, oh là là, je suis peut-être allé un peu trop loin. Qui montrent que le perso le fait un peu exprès, quoi. Et plus tard, dans les chapitres d'après, ça devient un peu plus explicite que c'est pas méchant. Mais voilà. Et donc, la particularité de nos EV Graphics, c'est qu'ils sont très à cheval sur le respect du manga japonais de base. Parce que chez nous, en fait, les mangas, ils sont pas exactement comme au Japon. Alors que là, vraiment, au niveau format, je crois que c'est un peu plus petit. Ouais, voilà, vous voyez, c'est légèrement plus petit. Ah non, vous voyez pas de votre angle de vue à vous. Hop là, attention. Voilà, c'est légèrement plus petit qu'un manga classique, on va dire. Donc parce que c'est plus fidèle au format japonais, il paraît. Il y a aussi ce petit truc, ces petites bandes là, qu'on retrouve systématiquement. Alors qu'en France, on le retrouve que je sais pas, genre quand c'est le tome 1 et qu'il y a un truc important à dire pour
pour le marketing quoi. Mais sinon on le retrouve jamais. Bah, au Japon il y a souvent ce truc là, donc là il y est systématiquement. Voilà, il y a également le fait que le manga est plastifié, et ça j'adore. Le manga est plastifié quand tu l'achètes. Ça j'adore parce que les mangas, vous voyez les gars qui... les comics, les gars qui collectionnent les comics. Les comics c'est un domaine où il y a beaucoup de spéculation. Il y a beaucoup de « Ah, ce comics il vaut cher parce que voilà, parce qu'il y a tel personnage machin ». Mais pour qu'il y ait de la spéculation et tout, c'est que, pareil pour les cartes ou les trucs comme ça, c'est mieux que l'objet puisse se conserver sans trop s'abîmer, sans facilement. Et les mangas, c'est pas le cas. Les mangas, si vous regardez, bon là vous voyez pas trop parce que vous êtes un peu loin, mais dans le détail, je suis sûr que vous voyez déjà des petites éraflures en haut des tomes ou ce genre de trucs, des petites pliures sur les jaquettes. Un manga, c'est super dur à garder état perfect, état clean et tout. Ce qui fait que souvent en magasin, moi en magasin, mon rituel à chaque fois c'est toujours alors j'ouvre le truc, je regarde le rabat, il est bien, je regarde l'autre rabat, il est bien, je regarde en haut, je regarde le côté, je regarde en bas. Bon ça va, il est pas trop abîmé. Des fois même je regarde en dessous de la jaquette. Mais parce que en fait c'est extrêmement facile à abîmer, du coup des fois ils sont abîmés même déjà dans le magasin. Et pas que dans les supermarchés ou les trucs comme ça, même dans les librairies, ça arrive assez fréquemment que le manga il soit déjà abîmé quand tu l'achètes quoi. Et du coup c'est pour ça que je trouve ça super que ce soit systématiquement plastifié, comme au Japon visiblement. Et c'est pas le seul truc, il y a un autre truc qui est cool mais qui pourrait devenir pas cool si jamais il faisait marche arrière ou si finalement c'était un prétexte. C'est que dedans, dans chaque tome, t'as une espèce de petite bande en papier que je vais pas vous montrer parce que en fait je crois que en tapant le code qu'il y a dessus, si vous le voyez vous pouvez me piquer entre guillemets le truc. C'est un papier qui correspond à un point de fidélité Noévé Graphics. Et de ce qu'ils ont dit sur Twitter, apparemment ce serait possible d'avoir les autres cartes librairie. Au moins, peut-être, j'aimerais bien qu'on puisse avoir aussi les cartes manga, parce qu'il y a certains mangas que je pense que je vais pas m'acheter de Noévé Graphics, mais voilà, on peut avoir les cartes librairie avec les points de fidélité. Alors on ne saura pas combien de points de fidélité ça coûte, hein. S'il faut acheter 50 mangas pour avoir une carte, bon c'est un peu dommage. Mais voilà, donc on a un point de fidélité en plus. Donc niveau fidélisation ils sont très très bien, parce que non seulement tu as envie de compléter la collection de cartes, du coup tu vas acheter les mangas le plus tôt possible, parce que je sais pas si dans les éditions futures il y aura encore la carte. C'est pour ça que la carte là. C'est pour ça que je me suis dépêché de l'acheter. Et pour le moment on peut pas vraiment savoir parce que Noévé Graphics ils ont pas sorti des mangas depuis très longtemps. Mais dans le doute voilà, faut se dépêcher quoi. Et donc non seulement ils te fidélisent en te faisant faire la collection des cartes quoi, donc sur les gens comme moi ça marche super, mais en plus ils te donnent des points de fidélité en même temps, et ça je trouve génial aussi, Et voilà, donc ça c'est cool que s'ils avaient juste fait le manga plus petit, ça aurait vraiment pu être juste un downgrade quoi, juste une excuse, ouais mais on fait comme les japonais, machin. Mais vu qu'ils vont vraiment à fond dans le délire en mettant, parce que le bout de papier, je vous l'ai pas dit, le bout de papier fidélité c'est une mimique d'un truc qu'il y a aussi dans les mangas au Japon pour mettre le code barre dessus ou un truc comme ça. Du coup même là c'est fidèle au truc japonais. Donc le fait qu'ils plastifient, qu'ils mettent le petit papier fidélité qui mimique le truc qu'il y a au Japon, qui mettent la petite banderole de papier là systématiquement, tout ça, ça prouve vraiment que c'est pas juste une excuse pour faire le manga plus petit. Et je trouve ça vraiment, vraiment honorable. Franchement cet éditeur il m'a... Vous voyez, autant Meian il m'a grippé assez vite par son catalogue de manga. Et autant Noévé Graphics, lui, il m'a grippé très vite par son... J'étais déjà un peu emballé par les nouveautés qu'ils avaient commencé à annoncer et tout, mais c'était plus de la curiosité, on va dire. Là, ils m'ont vraiment emballé par leur marketing, et ça, je trouve ça limite encore plus fort. Parce que avoir des séries qu'un type random adore dans ses nouvelles séries de son catalogue, à la limite, pourquoi pas. Voilà, mais réussir à l'avoir par le marketing, ça c'est vraiment balèze. Enfin, je préfère quand même avoir des séries que j'aime bien, hein, mais là pour le coup j'aime bien. Alors, par contre, du coup, c'est vous constatez encore ma faiblesse face au manga. Alors, contrairement à Mashle, ce coup-ci, je pense que si je m'achète pas le tome 2, je peux peut-être résister à continuer la série. Pourquoi? Pas parce que c'est pas bien, mais parce que c'est vraiment du tranche de vie gaguesque le plus basique
Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas trop de continuité dans l'action pour l'instant. Ce qui fait que enfin, franchement, si je m'arrête au tome 1 maintenant, et que je recommence, que je m'achète tous les tomes une fois que tout est sorti dans 6 ans, quoi, j'aurais pas vraiment de perte de... Je me dirais pas, oh non, l'histoire elle a avancé tout ce temps, oh là là, j'aurais bien voulu pouvoir lire le truc quand c'est sorti. Non, parce que pour le coup, je me dirais juste, ouais, bon, il y a des gags que j'ai pas vus, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, après, je sais pas comment ça va évoluer, et me connaissant, si jamais à un moment j'ai un trou, oh là là, je m'achèterais bien pour avoir les cartes, machin. Je sais pas s'il y aura une carte dans le tome 2, je pense que oui. Il y aura même une édition collector du tome 2 qui va sortir. Bah j'achèterai sûrement pas l'édition collector, sauf s'il y a une carte méga rare et que j'ai de l'argent à ce moment-là, mais je pense pas. Donc voilà, donc vraiment arrête de m'échauffer Nagatoro, c'est très très sympa, c'est très rigolo. Ah oui, truc que j'aime bien aussi chez Novel Graphic, il marque le titre japonais en dessous, voilà, comme ça. Ça change pas grand chose, mais c'est sympa. Tu vois, là, bon, c'était pas difficile à retenir, donc je savais déjà, mais c'est Ijira Naide Nagatoro-san, le titre japonais. Donc, bah vous le savez comme ça. Parce qu'en vrai de vrai, t'as des fois le titre japonais et le titre français c'est pas les mêmes, mais comme c'est en anglais, tu te dis que c'est international et que c'est le même, mais en fait non. Donc là au moins il n'y a pas d'ambiguïté, ça c'est cool. Parce qu'un des problèmes de traduire les titres, c'est que à l'international ça devient un peu embêtant. Genre We Never Learn par exemple, ça s'appelle pas We Never Learn au Japon. Alors qu'on pourrait le croire vu que c'est un titre anglais, mais non. Donc voilà, ça c'est un petit détail assez cool aussi que j'aime bien. Et concernant le titre d'ailleurs, ouais, j'aime bien aussi les livres sont de bonne facture, il y a des petits détails et tout, genre là, il y a des textures Alors c'est pas inédit ça, on en a déjà vu des mangas qui font ça, mais là j'aime beaucoup c'est en relief quoi le titre là, et elle brille. Ouais, et en parlant du titre justement, le titre, il y a eu un petit débat je crois, parce que à cause de la traduction, arrête de me chauffer Nagatoro. C'est vrai que pareil, moi au début quand j'ai vu le titre japonais, et le titre anglais il me semble aussi, et que je m'imaginais une traduction, j'aurais plutôt dit genre arrête de me taquiner ou arrête de me harceler ou vous voyez le genre. Mais ils ont expliqué Novel Graphics et je trouve que c'est pas bête du tout pourquoi ils ont appelé ça comme ça. En fait, arrête de me chauffer Nagatoro, c'est bien comme titre parce que c'est un double sens. À la fois genre arrête de me chauffer, arrête de m'énerver quoi, parce elle l'embête un peu, elle l'énerve. Et il y a aussi le côté oh arrête, genre il rougit, il chauffe son visage tout rouge quoi. Il y a le côté à la fois tu me harcèles, tu m'embêtes, tu m'énerves, et le côté à la fois oh là là, tension romantique, dans le même titre. Ça je trouve ça plutôt bien trouvé. Alors c'est une liberté, c'est vrai, mais en tout cas c'est une liberté qui a un minimum de sens, et ça c'est appréciable. Donc voilà. Mais c'est un peu à la mode en ce moment ces histoires de taquinerie entre gens plus ou moins vieux, entre un garçon et une fille plus ou moins vieux, comédie romantique. Il y a Takagi-san, il y a Nagatoro, et il y a aussi, comment ça s'appelle, Uzagi, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez sûrement de quoi je parle si vous connaissez, c'est le truc avec le t-shirt là, Sugoi Dekinai. J'ai vu cet animé il y a pas longtemps, c'était cool, mais j'ai pas retenu le nom, désolé. Ouais, ça doit être Uzaki-chan ga Asobitai ou un truc comme ça. Ouais, c'est un peu à la mode ces histoires de taquinerie romantique. Donc bon, pourquoi pas. Hein. Très cool en tout cas d'avoir découvert ça, et puis super marketing. Tiens donc, c'est bizarre, pourquoi les cartes sont-elles toujours là alors que j'enlevais le manga? Eh ben, c'est parce que j'en ai d'autres. Et oui. Donc j'ai d'autres cartes en fait. Pourquoi? Bah je pense que vous vous doutez de quel manga on va parler ce coup-ci. Puisque j'ai les cartes Rent a Girlfriend. Alors j'ai ces trois-ci qui sont les cartes librairie. Et ces deux-là qui sont dans le tome 1 et 2. Donc bah du coup vous savez de quel tome on va parler. En même temps il y en a que deux là. Et donc c'est plutôt cool comme carte, ils m'ont aussi eu par le même marketing. Bah, vous voyez, quand j'ai vu qu'il y avait les cartes, je me suis dit, oh là là, bah, tant qu'à faire. Donc voilà. Et ils m'ont vraiment bien eu parce que pour le coup, c'était pas gagné que je commence Rent a Girlfriend. Alors,
bon déjà il y a tous les détails dont on a parlé sur Nagatoro au niveau des mangas. Là cette fois il y a une texture un peu spéciale pour la couverture, j'aime bien. Donc c'est chez Noé Graphics, hein, par Reiji Miyajima, et ça s'appelle Rent Girlfriend, et c'est le tome 1 et 2. Et la petite particularité ce coup-ci, c'est que ces deux tomes-là, je comptais pas les acheter à la base en fait. Il se trouve que Rent a Girlfriend, j'en ai entendu parler quand c'est sorti parce que ça fait un peu de bruit. Et je voyais sur Twitter des gens qui étaient en mode haha machin best waifu machin truc muche, oh team bidule. Bon excusez-moi j'ai plus les noms hein. Mais et moi quand je voyais ça j'avais un peu des vibes nisekoi dans la tête parce que alors j'étais pas sur Twitter ou sur un quelconque réseau social à cette époque-là. Mais j'ai entendu dire, je crois que c'est même dans une vidéo genre officielle de Kaze que j'avais vu ça, que à l'époque sur les réseaux sociaux il y avait pas mal de ah moi je suis team Shitoge, ah moi je suis team Marika, enfin, vous voyez ce genre de truc un peu. Et quand j'ai vu ça j'ai vraiment eu des flashbacks d'un truc que j'ai même pas vécu mais que je connais du coup. Qui est un peu ce truc de moi je suis team tel waifu, team tel waifu, et je me suis dit ah tiens alors ce serait une sorte de successeur à Nisekoi, enfin pas successeur direct vu que le successeur direct ce serait plutôt We Never Learn, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, un peu un truc les gens ça leur fait un peu le même effet, donc je me suis dit ça serait peut-être bien, sauf que ce manga j'avais un petit blocage on va dire sur le synopsis. Si vous voulez le synopsis, donc je vais vous raconter maintenant. C'est un gars qui va utiliser une application de location de petit ami. En gros, il doit payer et en échange, la fille fait semblant d'être sa petite amie. C'est pour les gens seuls et tout, qui veulent un peu s'amuser, un peu de chaleur humaine quoi. Et du coup, il fait appel à cette application parce qu'il vient de se faire larguer par elle. Et du coup c'est elle qui fait semblant. Et il y a toute une chaîne d'événements qui fait que au final il va s'enliser dans un mensonge en faisant croire qu'elle c'est sa petite amie. Et ça va faire des dramas et des trucs comme ça, etc. Et cette prémisse alors déjà j'avais pas la prémisse complète, moi j'avais juste le truc de l'application de location de petite amie. Quand je savais que ce manga existait mais que je l'avais pas lu. Et ça me mettait un peu mal à l'aise comme prémisse parce que moi j'aime beaucoup les comédies romantiques, mais je suis assez fleur bleue on va dire. J'aime bien quand c'est vraiment une histoire genre l'amour véritable tout ça machin. Et donc je trouvais ça un peu malsain ce truc de location. Je me suis dit que ça allait forcément finir par un moment ou un autre me rentrer un peu triste ou je sais pas quoi. Et du coup j'étais pas emballé pour commencer. Mais avec cette histoire de cartes là, je me suis dit, bon allez, les gens ont l'air de le considérer un peu comme ils considéraient Nisekoi à l'époque. J'adore Nisekoi, il y a les cartes, en vrai c'est une comédie romantique donc ça devrait me plaire. Allez c'est bon, je fonce. Et bilan, c'est sympa. C'est cool. Alors en fait, si vous voulez, le truc, c'est que c'est un peu ce que je craignais, mais pas trop. C'est-à-dire que moi j'avais peur que ce soit du coup peut-être un peu malsain, peut-être un peu trop drama, genre trop réaliste, vous voyez. Les romances réalistes, c'est pas drôle, c'est pas romantique, c'est un peu nul, c'est un peu drama, c'est genre Plus belle la vie, où il se marie 30 fois avec une personne différente, quoi. Et j'avais peur que ça soit un peu trop comme ça. Et c'est comme ça, on va dire, c'est un peu réaliste, un peu terre à terre. Mais ça l'assume suffisamment, en fait. Ça fait pas croire que c'est une jolie romance quand même. Ça assume le fait que... et c'est pas non plus horrible. Pour l'instant, ça va pas dans le malsain comme j'aurais pu le craindre. Donc, ça reste une jolie histoire, on va dire. Même si, bon, un peu limite parfois. Et du coup... pour l'instant, c'est cool. Bon, j'ai pas de sympathie pour ce personnage, par contre. Hein. Ce personnage... en fait, je sens qu'à un moment dans l'histoire, ce personnage-là, on va découvrir que... oh là là, il avait une enfin, pour faire ce qu'il a fait au début du manga, ce personnage-là, il avait une raison triste, une raison un peu noble, un peu voilà.
Et en fait, c'est un personnage gentil depuis le début. Mais pour l'instant, je pense pas. Pour l'instant, je crois pas. Et sur le... Parmi le harem là qu'on voit sur cette carte là, il y en a deux que j'ai déjà vu sur Twitter, des trucs comme ça, mais que je ne sais pas qui c'est encore, qui ne sont pas présents dans ces deux tomes. Donc j'espère que ce sera des meilleurs persos en termes de romance, parce que si vous voulez, celle-là c'est l'ex-petite amie qui a largué le héros au début, et celle-là c'est la petite amie à Louis. Donc je sais pas, moi j'aime bien les, comme je vous ai dit, j'aime bien les trucs un peu fleur bleue, donc j'espère qu'il y aura peut-être une romance un peu plus jolie dans l'histoire, même si ça tourne bien de ce côté-là, et puis bon, enfin faut voir comment faut voir comment l'histoire se développe après. Mais voilà, donc pour l'instant, c'était pas forcément, mes craintes étaient un peu exagérées, mais elles étaient pas, elles étaient pertinentes quand même, quoi. Ça pourrait typiquement être le genre d'histoire qui, si ça évolue mal, me donne un peu le cafard, quoi. Donc c'est pas du tout ce que j'attends en lisant une comédie romantique. Mais c'était sympa. Et bah, je sais pas quoi dire de plus, quoi. C'est un manga à essayer. Je pense que comme Nagatoro, je serais capable, si je n'achète pas le tome 3, mais encore une fois, c'est pas sûr à cause des cartes, si je n'achète pas le tome 3, je serais peut-être capable d'arrêter maintenant, parce que, comme je vous ai dit, c'est une histoire peut-être un peu plus réaliste, un peu plus cafard que, que Nisekoi ou In Neverland ou les trucs comme ça. Et du coup, on va dire que j'aurais moins l'impression de passer à côté d'une belle histoire rigolote. Vous voyez, il y a vraiment un peu de drama dans cette histoire, ce qui me dérange pas, mais là ça me met un peu trop, de manière un peu trop réaliste pour que ça m'agrippe pleinement. Du coup voilà, donc peut-être que vous verrez pas le tome 3, ou en tout cas pas quand il sortira ou quoi que ce soit, parce que de toute façon les mangas que j'achète, on va dire que dans un monde idéal, j'ai prévu de tous les continuer, vous voyez ce que je veux dire. Donc si ça se trouve dans 3 ans, vous allez voir acheter la suite. Ou si ça se trouve, dans 3 mois, vous allez me voir acheter la suite. Ça, on sait pas. Pour l'instant, je sais pas. Je pense vraiment essayer de résister à m'acheter la suite, parce que c'est sympa quand même comme histoire. Mais du coup, je vais devoir résister un peu. Mais comme je vous ai dit avec Mashle, comme je vous ai dit avec Nagatoro, c'est vraiment des trucs, des fardeaux en plus en termes d'achat que je me mets sur les épaules en achetant des séries et en voulant les continuer. Mashle, je pense que je vais pas résister à continuer. Nagatoro et Rendanger Fred, je pense pouvoir résister, sauf si les cartes, me piègent, quoi. Ouais. On est dans Yu-Gi-Oh! C'est des cartes pièges en fait. Mais enfin voilà, quoi. Ensuite, on part sur Rising of the Shield Hero. Donc c'est par Aya Q, l'œuvre originale par Aneko Usagi et la conception des personnages par Minami Seira. Et donc c'est chez Doki Doki. Là c'est la version spéciale 15 ans de Doki Doki, prix découverte à 3€, c'est pour ça que je me suis permis de commencer. Donc il y a pas mal de nouveautés, hein. Enfin de nouveautés, pour moi en tout cas. Même il y a quand même pas mal de nouveautés tout court, mais il y a pas mal de nouveautés pour moi. Là on a lu que des débuts de série depuis cette vidéo, que cette vidéo a commencé. Et donc Rising of the Shield Hero, c'est un des derniers, on va dire, isekai un peu fondateurs, un peu qui ont ancré le genre, que j'avais pas testé d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est un peu dans la même veine, à la même époque que Overlord, que ReZero, tous ces trucs là que c'est monté en popularité, Rising of the Shield Hero. Et voilà, c'est un des derniers. Je le voyais un peu comme le plus faible du lot, on va dire. Parce que je sais pas, la prémisse d'un gars avec un bouclier m'intéressait moyen. Mais voilà. Il se trouve que c'est un peu comme The Promised Neverland, un manga avec un twist dans sa prémisse. Donc si vous voulez partir maintenant, n'hésitez pas. Passez au manga suivant ou allez où vous voulez. Mais donc je vais vous donner la prémisse en question. C'est en gros un gars qui est transporté dans un monde parallèle, dans un monde, un autre monde, avec des dragons, de la magie, des trucs comme ça, pour combattre les monstres diaboliques qui vont arriver et attaquer le royaume. Sauf que là où il y a d'autres héros qui débarquent aussi, hein, en même temps que lui, d'autres héros de notre monde, et qui ont des arcs, des épées, des bâtons magiques. Et lui, il a un bouclier.
Et c'est pas une arme qui peut déséquiper ou quoi que ce soit, c'est genre une arme sacrée qui peut pas, il peut pas prendre une autre arme quoi. Il est vraiment classe héros du bouclier quoi. Sauf que le gars, donc là c'est le petit twist, il va se faire trahir par la seule personne qui, donc la fille là, qui est la seule personne qui était son allié, parce que bah, le gars du bouclier c'est un peu la loose quoi parmi tous les héros. Et ça va vraiment le mettre en colère et puis il va se faire un peu... il va être déchu quoi un peu dans le royaume. Et il va vraiment être en colère et il va être dégoûté. Parce que du coup il se retrouve dans un autre monde, on l'a appelé dans un autre monde contre son gré. Et on le maltraite quoi, on le traite de voleur et tout. Et du coup il est dégoûté et il va être un peu cynique, un peu voilà. Et il va faire tout ce qu'il peut pour survivre. Et il va donc acheter, c'est quoi, c'est une fille raton laveur je crois, comme esclave. Mais bon, au final, à la fin, enfin, vers la fin du tome, il redevient un peu gentil, parce que bah, il est gentil quoi. C'est juste qu'il s'est fait maltraiter. Il était transporté dans un autre monde et il s'est fait maltraiter tout le long quoi. Du coup, il était un peu grognon quoi. Mais voilà. Et du coup, il va essayer un peu en stand-alone de, enfin avec son esclave quoi, de combattre quand même les monstres qui vont attaquer le truc et tout. Bon, là on voit pas trop de combat comme ça dans ce tome 1, mais c'est ce qui est prévu en tout cas. Voilà, ça c'est les 3 héros dont je parlais. Et c'est plutôt cool comme histoire. J'aime bien l'idée d'un héros un peu désabusé, un peu on m'a trahi, on m'a traîné dans la boue. Et qui du coup a moins de scrupules, on va dire, qu'un héros standard. Et franchement, l'histoire peut tourner très très cool. Surtout que l'espèce de pub de fin là qu'il y a en couleur. D'ailleurs, ça a toujours été genre vraiment si les pages couleurs, visiblement, c'est un argument de vente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'as des pages couleurs, tu peux te dire ah c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Alors, si vous vous permettez de mettre des pages couleurs pour les pubs, quoi, j'espère que ça ne nous facture pas dans le prix du manga. Mais voilà, mais dans cette page couleur là, on voit que l'esclave qui est une petite fille dans le manga, dans le tome 1, et adulte. C'est une pub pour l'animé. Donc je pense que va y avoir une ellipse à un moment. Ce qui peut être aussi très intéressant. Donc, bah voilà, pareil que The Promised Neverland, c'est le genre de truc. Si je pouvais là tout de suite, à moindre coût, j'hésiterais pas à continuer. Mais bon, bah là, c'est pas trop possible. Mais vraiment cool comme découverte, et je suis content que Doki Doki ait fait cette offre. L'autre manga qui était concerné, c'était Mushoku Tensei, il me semble. Mais Mushoku Tensei, j'ai commencé presque dès le début, donc... et je suis pas à jour, il manque 2 tomes. Donc voilà. Ensuite, Romeo vs Juliette par Yosuke Kaneda. Tome 10, 11 et 12 chez Pika Edition. Alors, Romeo vs Juliette, c'est vraiment cool. Encore une fois, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, je crois qu'on en a déjà parlé. Donc voilà, en tant que... C'est vraiment efficace comme histoire. Hein. En plus, ce qui est un peu marrant, vu que juste avant, là, on a parlé de pas mal de nouveautés que j'ai achetées sur un coup de tête. Littéralement, là, parce que la seule que j'ai pas acheté sur un coup de tête, c'est The Promised Neverland, parce que c'était un tome gratuit. Dans tout ce que je vous ai montré juste avant. Et ouais, et c'est un peu marrant qu'on parle de ça, qu'on ait parlé de tout ça juste avant, parce que pour le coup, Romeo vs Juliette, c'est une de ces séries que j'ai acheté sur un coup de tête à une époque où c'était on va dire un peu moins inenvisageable de faire ça pour mon planning d'achat. Mais c'était déjà une époque, je me souviens, où j'étais pas trop emballé pour le faire parce que voilà, c'était quand même des achats en plus. Et je me souviens que quand je passais devant les tomes, vous voyez les 2-3 premiers tomes à l'époque où ils sortaient, j'étais en mode ah ça m'intrigue ça, mais non mais je peux pas l'acheter, ah mais ça m'intrigue quand même, ah mais non je vais pas l'acheter. Au final j'ai craqué, je l'ai acheté. Mais voilà, et c'est très cool ces 3 tomes. Truc que j'aime bien, c'est que dans les tomes 10 et 11 par exemple, vous voyez sur la couverture, on voit à chaque fois on a un nouveau personnage, et c'est pas un nouveau personnage c'est un nouveau personnage qui est pertinent à chaque fois, qui est même intéressant. Enfin il y a même plus... Non, il y en a qu'un seul, ouais, il y en a... J'allais dire qu'il y avait un autre nouveau personnage, mais c'est pas vraiment un nouveau, c'est un ancien qui revient. Et j'aime beaucoup Romeo vs Juliette. En plus ça arrive à accrocher, ça arrive à m'accrocher, alors que c'est une romance, mais...
pas une romance harémesque, vous voyez. Enfin, dans l'idée ça essaie de l'être à certains moments, mais ça peut pas trop parce que si vous voulez la romance entre les deux protagonistes est établie dès le début. Il n'y a pas de oh là là avec qui il va finir. C'est dès le début il est amoureux d'un tel et enfin il y a Roméo qui est amoureux de Juliette quoi. Je vais dire les noms. Et du coup, il n'y a pas trop d'enjeu avec qui il va finir, sauf à 2-3 moments où ils essaient peut-être de te mettre un peu le doute, mais bon. Et c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça arrive à m'agripper quand même. Malgré le fait qu'il n'y ait pas tellement de la tension soit pas tellement sur la romance en elle-même, en fait. Et ça, c'est vraiment sympa. Les personnages sont intéressants de manière générale, quoi. Ça accroche vraiment. Et du coup, c'est un plus. Sinon, ça m'a fait aussi... parce que je dis beaucoup... J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes pas mal de fois du fait que si j'ai acheté 3 tomes, si vous voyez souvent 3 tomes en même temps, et pas un autre nombre, ou 4 parfois, mais bon, c'est pour les mêmes raisons, quoi, c'est parce que j'ai une tolérance de 3 tomes de retard maximum. Et que du coup, vu que mon planning est de plus en plus serré, ben, je fais en sorte d'être de plus en plus sur la limite quand j'achète les mangas. Et je voyais ça principalement comme une contrainte, je vais pas vous mentir, parce que du coup, la contrainte économique faisait que je pouvais pas acheter les mangas dès qu'ils sortent, et qu'après j'étais entre guillemets obligé de les lire d'affilée, même si, vous voyez, je pouvais pas juste me faire « Allez, ce soir j'ai envie de me lire un manga et puis je suis tranquille ». Bah non, je suis obligé de me les lire d'affilée, parce que sinon ça aurait été un peu bête d'attendre d'avoir les 3 et tout. Et je voyais ça un peu comme une contrainte. Et là, je savais que ça avait des avantages, mais je les soulignais moins. Et là, ça me permet un peu de les souligner, parce que je vous avoue que c'était très cool de pouvoir les lire à la suite, ces 3 tomes. Notamment parce que, par exemple, du tome 10 au 11, si je dis pas de bêtises, à moins que ce soit du 11 au 12, bah, je crois que c'est 10 au 11, il y a une histoire, si vous voulez, qui termine dans le tome 10, pardon, il y a une histoire qui commence dans le tome 10, et qui se termine dans le tome 11, un petit arc où, en rapport avec la mémoire, pour ceux qui ont lu le manga comme ça ils verront duquel je parle, bah, je me suis fait la réflexion que si j'avais lu juste le 10 et que j'avais dû attendre 1 ou 2 mois pour avoir le 11, cette histoire qui est pas dingue mais qui est sympa, j'aurais été beaucoup moins investi dedans, parce que le temps que je finisse de lire la fin de l'histoire qui avait commencé avant, bah j'aurais pas encore été dans le... Je me serais pas encore réimmergé dans ce qui s'était passé, vous voyez ce que je veux dire? Du coup là ça a renforcé le... Surtout qu'en plus c'est un peu un timing parfait là, parce que ça recommence juste à la fin des vacances. Donc quand il rentre à l'académie, c'est la 2e année littéralement qui commence avec le tome 10. Et ça termine juste avant un gros cliffhanger où les persos sont en danger, on va dire. Leur secret est en danger de manière très 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 sérieuse. Limite, je me demande s'ils vont pas le révéler... s'il va pas être révélé définitivement à partir du tome 13. Ce qui m'étonnerait, parce que je pense que le manga peut tenir encore quelques temps. En fait, Roméo vs Juliette, c'est typiquement le genre de série... Comme ça sonne accompli comme série en fait. Ça sonne accompli, mais il y a encore moyen de faire pas mal de trucs. Ce qui fait que, à la fois si ça se terminait au tome 13, je serais pas enfin, ce serait un peu dommage, mais je serais pas déçu, vous voyez, je me dis, oh, bah, ouais, il s'est passé pas mal de trucs déjà, des trucs sympas, si ça se terminait maintenant, je serais pas frustré, quoi. Mais si ça continuait jusqu'au tome 40, bah, j'ai l'impression qu'il pourrait toujours trouver des situations sympas à mettre en scène, enfin voilà quoi. En fait, ce manga fait tellement mission impossible dans l'idée, par rapport aux autres comédies romantiques que j'ai lues, que bah, j'ai l'impression qu'ils arriveront à faire des trucs intéressants tout le long, même si je m'y attends pas. Et voilà, donc franchement ça se termine au tome 13, bon un peu dommage quand même parce que c'est une série sympa, mais un peu bien quand même parce que ça me ferait une série en moins à acheter. Mais ça termine au tome 40, ben... Un peu dommage parce que ça va me coûter cher, mais très cool parce que je suis sûr qu'ils peuvent tenir jusqu'au tome 40 s'ils veulent vraiment. Enfin, il peut, l'auteur, tenir jusqu'au tome 40 s'il veut vraiment. Mais voilà, c'est vraiment très très sympa comme comédie romantique, je vous le conseille vivement. Après, alors on est parti sur Chibi Vampire Karine, par Yuna Kagesaki, aux éditions Pika. Alors ça c'est typiquement
à vrai dire, le genre de manga pour lequel j'aime bien faire cette émission. Parce que, ok, je vous ai parlé de Mashle, je vous ai parlé de The Promised Neverland, voilà. Des nouveautés, des classiques que moi j'avais pas encore lus, ce genre de trucs. Ou même des séries en cours. Mais, enfin, je sais pas quoi, Mashle, je suis sûr que vous avez déjà vu au moins 5 youtubeurs manga, si vous suivez un peu des youtubeurs manga, qui vous en ont parlé en long, en large et en travers, même 2 semaines avant la sortie, quoi, parce qu'ils avaient les exemplaires presse. Enfin, vous voyez, genre, ça, je vais pas apporter beaucoup de valeur ajoutée, à part mon anecdote personnelle sur le fait que je suis faible face au gag manga. Bon, à mon avis, ça vous intéresse moyen. Mais, vous voyez, ça c'est pas... Je vous ferai rarement découvrir quelque chose, à mon avis, avec ce genre de nouveauté, ce genre de truc dans l'actu, ou ce genre de truc très connu, genre The Promised Neverland. Vous voyez, The Promised Neverland, à mon avis, je suis plus passé auprès des connaisseurs pour un débutant, que je n'ai fait découvrir le manga aux non-connaisseurs. Et là, par contre, c'est typiquement le genre de série qui me fait dire ça, c'est une bonne chose que je fasse ces vidéos. Ça peut avoir un impact, faire découvrir un truc bien à quelqu'un, parce que c'est une série qui est terminée, qui est pas si connue que ça, mais qui est très très sympa. Chibi Vampire Karine, en fait, j'ai vu tout l'animé, c'est pour ça que j'ai commencé le manga, et j'avais déjà le tome 1 en occasion, là c'est aussi le tome 2 en occasion toujours. Et c'est un manga très très cool. C'est l'histoire d'une petite vampire, enfin petite, genre elle est au lycée, hein, donc elle, Karine, qui a une sorte de malformation, enfin je sais plus trop ce que c'est la raison, mais n'est pas une vampire comme les autres, parce que contrairement aux vampires qui absorbent le sang, elle crache du sang, enfin elle fait de... je sais plus comment ça s'appelle médicalement, elle a trop de sang quoi. Elle expulse du sang au lieu d'en aspirer quoi, quand elle mord des gens. Et ça se manifeste souvent en elle qui saigne abondamment du nez. Et du coup, à cause de ça, elle va se faire plus ou moins griller en tant que vampire par le perso masculin dont j'ai oublié le nom. Attends, non, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de fiche de personnage au début, donc vous ne le connaîtrez pas son nom. Et c'est une romance en gros. Une romance mais avec des vampires. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon. C'est vraiment vraiment sympa. Et le truc c'est que c'est pas si connu que ça. Mais je vous le conseille vivement. Alors ça va peut-être faire un peu vieillot, je sais pas, pour les gens d'aujourd'hui. Moi ça me choque pas quand je le lis, mais je sens j'avoue qu'il y a une vibe un peu... ça fait un peu manga du début des années 2000 quoi. Mais c'est voilà, c'est le genre de... J'aime bien partager ce genre de pépites, on va dire, de trucs... Franchement, si tu connais pas parce que t'as vu l'animé, ou parce que tu connais quelqu'un qui connaît, ou je ne sais quoi, tu le vois dans un magasin d'occasion, c'est pas ton premier choix, tu te dis oh écriture rose, machin, ça doit être un shoujo un peu humoristique d'horreur, je sais pas, il y a une marionnette, bon. Je passe, je préfère acheter ce tome de ce truc que je connais, ou ce tome d'un truc qui a l'air plus prometteur. Franchement, voilà, comédie romantique avec des vampires, je vous le conseille à fond. J'ai tardé à le lire, parce que je l'ai acheté il y a longtemps, alors non seulement à cause de Ayate no Gotoku, hein, vous vous doutez, mais aussi parce que j'avais un peu peur de reprendre le tome 2, alors que j'avais lu le tome 1 il y a longtemps, et que je lirais sûrement le tome 3 et encore plus loin dans longtemps. Et ça me faisait un peu démoraliser de me dire que cette série, je la lirais en mode fragmenté. Moi j'aime ce genre de série, surtout quand elles sont déjà finies et tout, quoi. J'aime bien tout retrouver, genre tous les tomes d'occasion d'un coup, et pouvoir tout me lire d'affilée, ça c'est un bonheur. Et là ça me rendait un peu triste de... Donc en fait, dans l'espoir futile que peut-être d'ici là, est-ce que j'ai envie, est-ce que je dois le lire, je trouverai tous les autres tomes. J'avais un peu peur de le lire, mais bon, au final je l'ai lu. Ça s'est bien passé. Au début, il a quand même fallu un très léger temps d'adaptation, parce que du coup, vu que j'ai vu l'animé, en plus, je connais toute l'histoire, en principe, parce que dans les faits, je me souviens pas exactement de tout. Mais, ce qui veut dire que je ne savais plus trop où j'étais dans l'histoire. Parce que moi, je sais déjà des trucs qui vont se passer après, donc je pouvais me dire, ah, on est déjà après? Ah bah non. Donc voilà. Mais je me suis retrouvé assez vite, et puis c'est très cool. J'aime beaucoup. Je vous le conseille à fond. C'est un des trucs que... Ouais, franchement, c'est un des deux trucs que je vous conseillerais vraiment, vraiment
de vous y intéresser. Même regarder l'anime si vous aimez pas trop lire des mangas ou acheter des mangas d'occasion. Parce que c'est un des rares trucs que je suis presque sûr que vous connaissez pas déjà, mais que moi j'aime beaucoup. Ensuite, Konosuba soit béni, monde merveilleux, par Masahito Watari au dessin, Natsume Akatsuki à l'histoire de base, donc le light novel, et par Kurone Mishima pour les designs. Et donc c'est les tomes 3, 4 et 5 aux éditions Meian. Et ce manga, c'est un truc que vous connaissez peut-être déjà. À mon avis, même si vous connaissez pas, vous devez connaître un gif avec Aqua qui pleurniche ou la réplique culte de Megumin. Je suis sûr que vous connaissez au moins un petit peu. Et voilà, Konosuba, j'ai vu l'anime aussi. Les 2 saisons. Pas le film, j'ai pas encore vu le film. D'ailleurs, je balance ça comme ça. Si quelqu'un a lu le manga, je sais pas, moi j'aime pas les gens qui lisent les scans, mais si vous avez lu les scans ou je ne sais quoi, et que vous savez si oui ou non le manga... est-ce que les événements du film sont canons et est-ce qu'ils sont racontés dans le manga? C'est ça que je voudrais savoir en fait. Pour savoir si je peux me permettre de regarder le film là ou si de toute façon j'aurai l'histoire en manga. Donc voilà, donc c'est tome 3, 4, 5 et 6 c'était plutôt sympa. Alors ils ont la particularité d'être cool. Mais non, alors en fait, truc marrant, je trouve, c'est que Darkness, elle est sur la couverture du tome 3. Mais à vrai dire, je crois qu'elle a plus de rôle dans tous les autres tomes que dans le tome 3. Si je me mélange pas les pinceaux. Donc ça, je trouve ça un peu marrant. Mais ouais, d'ailleurs, Darkness, je pense que c'est mon personnage préféré de Konosuba. Hein. Parce que, en tout cas, à ce stade-là de l'histoire, et de ce dont je me souviens de la saison 1 et 2 aussi, c'est le perso avec on va dire, le plus de... C'est le perso qui a l'air d'être le plus empathique, on va dire. Alors que pourtant, bon, elle est un peu dingue. Mais, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, vraiment, Aqua, c'est Miss je fais des bêtises, quoi. Elle a très rarement des moments d'humanité, on va dire. Megumin, c'est Miss Explosion. Pareil, elle a de temps en temps des moments de rapprochement, quoi. Mais bon. Alors que Darkness, je trouve que derrière sa façade, il y a pas mal de moments où elle se montre attentionnée, etc. envers ses amis. Et franchement, ouais, c'est mon personnage préféré, je pense, Darkness. Et voilà, enfin, j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, comme quoi Konosuba, c'était pas un... C'était un pastiche d'isekai, mais c'est pas ça qui faisait que c'était génial. Moi, je trouve même pas ça génial, à vrai dire. Je trouve ça cool. C'est une histoire cool. C'est une histoire bien. C'est une histoire... T'as 2-3 petits sourires par moment. Je trouve pas ça hilarant, personnellement. Même en animé. Et voilà, ouais, que le fait que c'est pas parce que c'est un pastiche que c'est génial. À vrai dire, c'est un isekai un peu comme les autres quand tu regardes bien. Mais c'est parce que c'est un isekai sympa, c'est tout. Et je suis vraiment... Je suis un peu content dans un sens parce que j'avais un peu effacé l'agencement des éléments. Je me souvenais de scènes clés, mais l'agencement des éléments, je m'en souvenais plus trop de l'animé. Et là, du coup, je revois un peu l'histoire se dérouler devant mes yeux, c'est plutôt cool. Et franchement, le manga se vaut. Enfin, le manga vaut quelque chose en lui-même, vous voyez. C'est pas genre... parce que ça arrive que parfois l'adaptation... vous voyez qu'il y a un light novel, on fait l'adaptation animée pour toucher un plus grand public et pour faire un vrai truc bien. Et on fait l'adaptation manga un peu comme... comment ça s'appelle? No Game No Life. On fait l'adaptation manga, mais celle-là, elle est un peu nulle. C'est juste pour vendre aux gens qui aiment déjà bien, quoi, l'adaptation manga. Alors que l'adaptation animée, c'est vraiment... On fait un vrai truc bien pour faire plein de pubs. Mais ouais, non, là c'est pas le cas. Là, l'adaptation manga se vaut, tu peux suivre l'histoire tranquillement, le dessin est pas mal, etc. Franchement, c'est un truc, ils ont bien fait de l'éditer. Ça m'aurait pas étonné qu'il édite à un moment ou un autre de toute façon, hein, mais Yann a bien fait. C'est une histoire très cool, je continuerai avec plaisir. Après, on est sur Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai, tome 2. Donc le dernier, parce que c'est en 2 tomes à chaque fois les arcs pour l'instant de Seishun Buteyalo.
Donc l'auteur c'est Hajime Kamoshida, le dessinateur c'est Tsukumo Asakusa, et le character designer c'est Keiji Mizoguchi. C'est bizarre, les noms me disent quelque chose. Ah, vous allez me dire, bah, tu les as lus quand t'as fait les tomes d'avant. Mais je crois pas, j'ai l'impression ils ont dû travailler sur autre chose ces gars-là, parce qu'il y a 2-3 noms qui me disent quelque chose. Après c'est peut-être des noms japonais, on va dire standards, très communs, mais je sais pas, les noms me disent vraiment quelque chose. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient travaillé sur un autre truc que j'aime bien. Mais donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce tome qui est donc le deuxième du deuxième arc. Faut le rappeler ça, parce que comme je dis souvent, ce système c'est vraiment pas pratique à mon avis pour les gens qui savent pas que c'est une histoire en plusieurs arcs et tout. Parce que vraiment genre ils voient tome 1, ils prennent et puis ils se rendent compte que ils sont au milieu d'une histoire quoi, ils doivent rien comprendre. Mais ouais, donc c'est le deuxième arc. C'est le deuxième arc de Seishun Butayaro. Et le truc, comme pour le deuxième tome de Bunny Girl Senpai, il n'y a pas de page couleur ou pas d'introduction. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de début de chapitre, ni rien. Quand tu ouvres le deuxième tome, et le sommaire il est carrément sur la jaquette. Et ça fait toujours un drôle d'effet. T'as vraiment l'impression que genre il y a quelqu'un qui est venu, qui a arraché la page couleur, ou qui a arraché la page de chapitre quoi, et puis qui t'as pas vu quand t'as acheté le manga. Mais non, c'est vraiment comme ça que c'est fait. Et bah c'est plutôt cool comme histoire. J'ai pas grand chose à dire en fait. C'est un, enfin c'est Shun Butayaro quoi. C'est cool comme histoire. C'est vraiment sympa. Truc si aussi que j'avais remarqué, c'est que hop, vous voyez ça se voit que c'est une photo. Soit qu'il a redessiné, soit même qu'il a carrément juste mis en noir et blanc quoi. C'est un truc qui m'avait fait tilter. Mais donc on sait qu'il utilise des photos comme modèle. D'ailleurs dans ce cas là je me demande s'il faut pas créditer les gars qui ont fait les photos en vrai. Enfin je sais pas, ça dépend à quel point il s'est inspiré d'une photo ou s'il a vraiment juste décalqué la photo, je sais pas. Mais ça se voit vraiment qu'il y a une photo derrière cette case là. Sinon ouais voilà, un arc très cool encore une fois, un peu dommage vraiment. Pour le coup comme il n'y a que 2 tomes et que... Enfin voilà quoi, ça vaut peut-être mieux pour ce coup là et je vais peut-être faire ça pour le 3ème arc, je sais pas s'il sort un manga, je me suis pas renseigné. Logiquement il devrait, mais bon, ça a peut-être pas bien marché au Japon, qui sait. Ouais, le 3ème arc, je pense que je vais attendre que les 2 tomes soient sortis avant de les acheter. Déjà parce que, enfin, je sais pas, pour rien quoi, c'est genre il y a que 2 tomes, et puis c'est un peu dommage en fait d'avoir genre plusieurs mois entre les... C'est un peu dommage d'avoir plusieurs mois entre les deux moitiés de l'histoire quoi. Bon, je connais déjà l'histoire donc ça m'aide à me resituer, mais c'est un peu dommage quoi, ça brise un peu l'immersion. Du coup je vous conseillerais de faire pareil en fait. Si vous êtes intrigué, c'est une histoire un peu à la Bakemonogatari, mais au lieu d'avoir des bestioles, des chimères, vous avez des concepts métaphysiques comme problème. Voilà, donc si vous connaissez Bakemonogatari, vous avez à peu près compris l'idée. Vous voyez, genre là c'est le démon de la place, le problème. C'est pas un crabe de gravité ou je sais pas quoi, c'est le démon de la place. Donc c'est un concept philosophico-scientifique. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. C'est Shun Butayaro. Et bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est plutôt cool parce que on a le nom japonais là du manga, et du coup ça nous donne le nom de l'arc en japonais. Donc c'est Seishun Butayaro wa Petit Devil Kohai no Yume wo Minai. Et du coup c'est marrant parce qu'il y a petit dedans, et dans la version française il n'y a pas petit. C'est-à-dire qu'il y a un mot français dans le titre de l'arc en japonais, mais dans le titre de l'arc en français c'est en anglais. ça je trouve ça un peu marrant. Mais voilà. Donc oui, c'est par Ototo, je crois que j'ai oublié de le dire. Ouf, je me suis rattrapé au dernier moment. Et oui, de rien Ototo, c'était gratuit. Ensuite, donc le manga, bon vous avez vu que c'est d'occasion, hein. Le plus récent que j'ai lu, c'est pas le dernier de la vidéo, hein, mais c'est le plus récent que j'ai lu, parce qu'ils sont un peu dans un ordre vaguement aléatoire. Alors, le plus récent que j'ai lu, c'est Marine Hunter, donc tome 1, par Shiro Otsuka aux éditions Pika. Et comme vous avez vu, c'est une étiquette de Micromania. La raison pour laquelle j'ai acheté, elle est un peu bête. C'est-à-dire que je l'ai acheté parce que j'avais un bon genre de 10 €.
à Micromania. Je sais plus, ça devait être pour un anniversaire ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai acheté un jeu qui coûtait 9,99. C'était Soul Calibur, je sais plus c'est quel numéro, le dernier qui est sorti. Le dernier Soul Calibur. Et du coup, pour pas perdre les 1 centime, j'ai acheté un manga à 2,49. Donc en fait, il m'a coûté 2,48. Mais je regrette pas, hein, de toute façon. Ouais, enfin, dans l'absolu, vous voyez, dans le meilleur des mondes, on va dire, mon but ultime, c'est d'avoir tous les mangas de l'univers, en commençant par ceux qui m'intéressent, bien sûr, mais donc de toute façon, ça m'embête pas, puis ça avait l'air intriguant. Et la jaquette est plutôt jolie quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal, hein. Plutôt cool. Niveau la couleur et tout, moi j'aime bien. Et donc à l'intérieur, c'est quoi? C'est une sorte de d'aventure maritime avec un gars qui a un hameçon dans la bouche et qui du coup cherche à aller à la base de la marine qui lui a mis cet hameçon pour casser le truc qui fait qu'il est hameçonné, parce que du coup il peut pas sortir des eaux territoriales à cause de ça. C'est une sorte de hameçon magique, enfin c'est peut-être une technologie, je sais pas trop, vu que là il y a que le tome 1 sur 5 il me semble. Et donc voilà, et ce gars a le pouvoir de se transformer en requin, et cette fille va être liée à lui par le hameçon à cause d'un malentendu, enfin pas vraiment un malentendu, mais genre elle va pas faire exprès. Et c'est plutôt sympa ce premier tome. C'est un manga à peu près contemporain de Fairy Tail. Et je me dis que si ça avait eu du succès, ça aurait pu être un concurrent à One Piece. Hein. Parce que ça fait un peu dans l'idée One Piece en un peu plus dark. Je sais pas si vous voyez ce que j'entends par là. C'est-à-dire, il y a une sorte de fruit du démon. Il y a des fruits du démon, on va dire, dans ce monde-là, mais que des zoans et que avec des animaux marins. Dans l'idée, je résume, hein, mais il y a les méchants, c'est la marine, ça se passe pas mal sur l'eau et tout et tout. C'est un peu genre One Piece post-apocalyptique, ouais. dans l'idée, vaguement, hein, vaguement. Mais dans le concept, c'est un peu comme ça. Et du coup, je me dis, si ça avait eu autant de succès que Fairy Tail, ça aurait pu être un concurrent direct de One Piece. Parce que bon, on dit souvent les concurrents, c'est genre, oh là là, Fairy Tail, One Piece, Naruto, tout ça, c'est des concurrents. Ouais, sauf qu'en fait, ils sont quand même dans des domaines, même si au niveau de la structure de l'histoire et tout, il y a des similitudes, c'est quand même dans des domaines très différents. Il y a un manga de ninja, un manga de pirate, un manga de magie. Vous voyez, on peut lire les trois en même temps sans que ça fasse une overdose. Alors que Marine Hunter, s'il avait eu du succès, il aurait pu faire concurrent vraiment. Genre, c'est pas un manga de pirate, mais c'est un manga maritime où c'est des hors-la-loi. Bah, c'est presque des pirates en gros. C'est un peu. Dans le monde de One Piece, ce serait des pirates, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat. Enfin, si, je suppose qu'on peut débattre là-dessus, mais. Ok, alors s'il y a un gars dans les commentaires qui a lu Marine Hunter, One Piece, et qui veut débattre avec moi de si oui ou non les persos de Marine Hunter, sans me spoiler les tomes d'après, seraient des pirates dans le monde de One Piece ou pas, vous pouvez, ce sera rigolo. Mais bon, je pense pas, c'est assez peu probable. On verra bien. Mais ouais, ça c'est cool comme histoire. Franchement, je vois du potentiel. C'est un peu plus violent peut-être et explicite que ce à quoi on pourrait s'attendre, tout en restant relativement... Enfin voilà, mais ça reste relativement bon enfant, on va dire. Mais il y a quand même des passages où, genre il y a des grosses brutes dans ce manga. Genre, vous voyez, gros méchant balèze, grosse brute, qui frappent, mais ils n'hésitent pas à faire frapper les persos féminins et même les enfants. Enfants persos féminins en plus. Ça, c'est un truc qu'on voit rarement en vrai. Je veux dire, dans One Piece, tu verrais pas genre Nami se faire prendre un gros coup de poing par un mec balèze. Ça ferait un peu choquant. Ou même si, enfin, peut-être que Arlong il lui a donné une gifle à un moment, je me souviens plus. Mais, ou même, enfin, je veux dire, pas avec les enfants. Souvent, les enfants, c'est. Mais genre vraiment taper, genre qui saigne à la fin, tu vois. C'est genre des gros coups de poing, quoi. Donc le manga il a pas peur quand même. Je me demande ce qui se passe dans les tomes d'après. Parce que si ça va en escaladant, en plus les héros ils tuent des gens hein, dans cette histoire, mine de rien. Si ça va en escaladant, ça peut devenir assez dark à la fin. Hein. Bah bon, il y a que 5 tomes après.
Mais voilà, c'est petite découverte sympa, un peu sur le coup du hasard, hein, c'est genre un manga d'occasion à Micromania, j'achète pas trop d'occasion à Micromania d'habitude, ça m'est arrivé pour une seule série, c'était Kimok. Euh, voilà, j'ai acheté d'occasion à Micromania, j'ai presque pris celui-là par défaut parce que c'était le seul numéro 1, bon faut dire que la couverture était jolie aussi, mais c'est le seul numéro 1 d'un truc que j'avais pas qui traînait, juste pour économiser 1 centime. Mais je regrette pas, c'était une découverte vraiment cool. Ah 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 ah. C'est parti pour l'autre gros morceau. Donc le premier gros morceau que je vous ai dit c'était Nagatoro et Rent a Girlfriend, donc tout ce qui était Noé Graphics. Parce que bah, j'avais pas mal de trucs à dire sur le marketing et tout. Je sais pas si ça a duré si longtemps que ça au final, mais voilà. Et le deuxième grand morceau dont je vous ai parlé, c'est ça. Ceux qui ont vu les vidéos d'avant s'en doutaient sûrement. C'est la fin de Hayate no Gotoku, la fin de Hayate the Combat Butler, tome 42 à 52. C'est maintenant. Chez Kana et par Kenjiro Hata. Je sais pas si, je suis pas sûr que si c'est une fille ou un garçon Kenjiro Hata, donc je vais dire il par défaut, désolé si je me suis trompé. Déjà ouais, d'ailleurs la dernière fois je crois que j'ai oublié de dire le nom de l'auteur. Bon vu que j'ai dit genre les 2 vidéos d'avant, je pense que ça passe, mais dans le doute, pardon. Mais voilà, donc du coup, Hayate no Gotoku. Je pense que je vais vous montrer toutes les jaquettes avant de commencer à vous en parler, parce que j'ai pas mal de trucs à dire, vu que c'est la dernière fois qu'on le voit. Hein. On l'a vu pendant tout ce début d'année. Et et on en a fini, hein, avec Hayate no Gotoku, mine de rien. Je sais pas ce que ça doit pas vous faire grand chose à vous, parce que ça devait être un peu embêtant de voir tout le temps le même manga revenir plein de mois d'affilée, pour ceux qui regardent tous les mois, mais ouais, ça fait quelque chose quoi. Alors cette couverture là, c'est marrant parce que elle était sur, vous voyez quand j'avais pratiquement, enfin j'avais genre les 52 tomes presque dans ma pile de lecture, ce tome là, il était sur une des piles, il était en haut de la dernière pile, parce que j'ai fait plusieurs piles, hein, vous doutez j'ai pas saqué les 52 les uns sur les autres. Et en fait du coup ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai attrapé celui-là pour le lire, parce qu'il était en haut de la dernière pile, c'était un peu l'image que j'avais pendant un moment de... Ah, ça c'est presque la fin. Vous voyez? C'est genre... oh, et je me demande si j'arriverai... Ça va être dans longtemps, mais à un moment j'arriverai à celui-là. Et puis quand je suis arrivé à celui-là, j'étais en mode... Ah ouais. Puis en plus, petit truc marrant, c'est... Cette couverture, c'est une parodie de la couverture de genre... Ad Astra Per Espera, un truc comme ça. Attendez, j'ai trouvé. Hop. C'est écrit juste là, c'est écrit juste là, c'est écrit juste là, c'est écrit nulle part? C'est écrit nulle part. Attendez, c'est écrit quelque part, je vous l'assure. Ah, c'est écrit où? Ah non, attendez. Hop là. Ah ah. Ad Astra Per Aspera. Oh, j'y étais presque. Voilà, donc c'est une parodie de la couverture de ça qui est... J'arrive pas à le remettre. Qui est le manga suivant de l'auteur qui s'est avéré n'avoir qu'un tome au final et être... Enfin, suivant le manga, non, en parallèle du coup, mais qui s'est avéré n'avoir qu'un tome au final et être en pause. Donc je sais pas si c'est annulé officieusement ou si ça va reprendre un de ces jours. Mais bon. Hop. Maria. Hop. Là, c'est Noël. Et les 2 tomes finaux, et oui, il y en a toujours 52, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, c'est dans l'autre sens, hop, qui sont censés... C'est un peu bizarre ce système, parce que c'est censé être des tomes genre qui... Enfin, vous voyez quoi, c'est censé être à peu près... voilà, la même illustration. Mais, vu qu'il y a des gros blancs entre les deux, c'est un peu bizarre. En plus, c'est même pas exactement calé, parce que si vous regardez bien, Inagiku... Là, c'est censé être les cheveux d'Inagiku, je crois. Mais là, les cheveux sont beaucoup plus bas, en fait. C'est un peu bizarre. Et ouais, il y a une petite étiquette là, dernier tome, fin de service pour le majordome. J'aime bien quand les tomes de fin, ils prennent la peine de faire une étiquette un peu personnalisée, un peu dans le style de la série. Ça, je trouve que c'est toujours un petit plus. Et voilà, ça informe. Alors, vous allez dire, ça sert à quoi d'informer que c'est le dernier tome? Les gens qui lisent, ils s'en doutent peut-être souvent. Mais, déjà, pas toujours. Des fois, c'est un dernier tome surprise, tu t'attendais à ce qu'il y en ait plus. Et c'est surtout pratique à mon avis pour les gens qui ne savent pas. Genre quand il y a 5 tomes et que toi tu le sais pas,
et que tu vois le 5e tome qui sort en librairie avec marqué dernier tome dessus, là d'un coup tu reconsidères peut-être d'acheter la série vu qu'il n'y a que 5 tomes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Avec les dos qui ont changé depuis... je sais plus s'ils ont changé pendant ces tomes-là ou s'ils avaient changé avant. Mais parce qu'avant c'était des personnages coupés à la taille, là c'est des personnages en pleine page. Qui bizarrement sont de dos là. Mais ouais. Du coup, hop, je vais les remettre. Vous pourrez regarder un petit peu la frise. Hop. Ah là là. Ayate no Gotoku quoi. C'est... non, toujours des persos pleins. Hop. Bah non, c'était avant que ça avait changé. Que le dos avait un peu changé. Hop. Alors, Ayate no Gotoku. Donc vous vous doutez, je vais beaucoup parler de la fin. Voilà. Parce que bah là, c'est la fin, quoi. C'est les derniers tomes. Et il y a vraiment eu un regain, je trouve, d'intérêt vers la fin. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça a fait comme ça. Ça a fait, le début, c'est cool, c'est super cool. Ayate no Gotoku, c'est trop cool, machin, ok. À partir d'un moment, il y a une sorte de climax de milieu. C'est l'arc avec Athena Tenosu, pour ceux qui ont lu un peu le manga. C'est l'arc... c'est un peu le Marineford de Ayate no Gotoku. C'est vraiment l'arc qui a plein d'applications scénaristiques importantes, qui est émouvant, qui est tout et tout. Puis, il y avait, après l'arc Athena Tenosu, il y avait une petite redescente quand même. Notamment avec l'arc du manga de Nagi, qui était pas mauvais en soi, mais qui selon moi manquait un peu de rythme. Il était perfectible quoi cet arc. Ils le sont tous à un certain degré, mais celui-ci était peut-être un peu moins intéressant, surtout juste après ce qui venait de nous arriver. Et du coup l'intérêt du manga était pas nul du tout, hein. L'intérêt était toujours là, mais il avait un peu redescendu quoi. Et si ça continuait sur tous les tomes qui restaient avec ce niveau d'intérêt là, ça aurait pu devenir une histoire un peu banale. Ce qui aurait été vraiment dommage pour Ayate no Gotoku, qui est une histoire très très cool. Mais voilà, au fur et à mesure, c'est remonté. Et à la fin, ça a regagné un vrai... Il y avait un vrai intérêt à la fin, très très fort. Je sais pas s'il était comparable ou pas à celui de l'arc Athena Tenosu, qui était quand même sacrément cool. Mais en tout cas, voilà, je me suis pas ennuyé et j'étais vraiment impliqué dans l'histoire, surtout vers la fin. Et le truc, c'est que, j'y pense d'ailleurs, c'est rassurant pour One Piece. Hein. Parce que c'est un peu, One Piece c'est le même schéma un peu, c'est genre le début oh c'est cool, c'est One Piece c'est bien, puis après ça monte jusqu'à Marineford, puis après ça redescend un petit peu, ouais. Et donc du coup là peut-être que ça va, bah, c'est toujours bien One Piece, hein. Quand je dis que ça redescend c'est pas que ça devient nul, hein. C'est que ça devient on va dire un peu moins fantastique, un peu plus oh c'est trop cool, mais un peu moins oh c'est fantastique. Et voilà, et One Piece ça pourrait sans problème suivre le même chemin à mon avis. Redevenir vraiment oulala fantastique vers la fin. Et voilà. Alors concernant la fin, c'est une fin qui est une fin. C'est-à-dire que à la fois elle est décevante un petit peu, dans le sens où enfin genre, oh quoi, c'est vraiment juste ça la fin, vous pouviez pas nous montrer le futur des persos, qui devient quoi, machin, truc muche, pourquoi vous êtes pas plus explicite sur tel ou tel point. Et en même temps, tu te dis, ah mais c'est un peu beau parce que c'est pas très explicite, parce qu'ils vont pas dans les détails aussi. C'est un peu pour ça que la fin elle est pas too much, elle est un peu jolie quoi. Mais bon voilà, c'est une fin quoi. C'est à la fois un peu décevant et à la fois tu peux pas lui en vouloir quoi cette fin. Elle est pas mauvaise en soi, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup voilà. Alors concernant tous les personnages, est-ce qu'il y a des intrigues qui on va dire sont passés à la trappe, des personnages secondaires, ce genre de trucs? Oui, il y en a bien un ou deux auxquels je peux penser. Je peux penser à la sœur de Inagiku, le gars qui est amoureux là, on l'a jamais vu faire sa déclaration ou quoi que ce soit. Je peux penser à qui d'autre? Je peux penser, j'avais d'autres exemples en tête, mais là je m'en souviens plus. Enfin voilà, il y a plein de petits détails, enfin pas plein, il y a plusieurs petits détails, petits personnages secondaires que ils ont pas totalement fini leur arc. Bon bah voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une conclusion. Mais c'était vraiment des arcs très très mineurs hein, dont je parle. C'est pas je parle d'arcs de personnages, pas d'arcs scénaristiques du manga. Hein.
Je parle, vous voyez quoi. Il y a tel personnage, il a pas totalement accompli son objectif, tel personnage ultra secondaire, bon bah c'est dommage, mais c'est pas gravissime. Mais sinon, le manga, je peux même mettre ça en bilan de tout le manga, il m'a encore impressionné. Parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai dit que ce manga, il arrivait à faire de mauvaises idées, de trucs que tu m'aurais dit, hey, je vais faire ça. Enfin, l'auteur m'aurait dit, hey, je vais faire ça. Moi, j'aurais dit, ben non, fais pas ça, c'est complètement, tu vas tout gâcher. Attention, c'est dangereux ce que tu fais là. Ne fais pas ça avec ton histoire. Genre, faire des chapitres bonus canon avec du voyage dans le temps qui se passe dans le futur, enfin plus tard dans le manga. Genre au tome, je vais dire des chiffres random parce que je me souviens plus. Genre au tome 20, il fait un truc, il fait un chapitre bonus qui se passe au tome 30. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une mauvaise idée à tellement d'égards. Pareil, faire un chapitre spécial Détective Conan où il se passe n'importe quoi, mais quand même faire du développement important de personnages dedans, faire en sorte que ce soit canon, et pour justifier que ça n'a aucun sens mais que ce soit canon, dire que c'est un rêve. Ça a l'air de la pire idée de l'univers aussi. Et bah ces deux trucs là, il a réussi à me retourner le cerveau et à la fin j'étais en mode oh pas mal. Et c'est pas fini en fait, il a recommencé l'auteur. Bon déjà pour ceux qui aiment bien One Piece, je parle beaucoup de One Piece en ce moment. Ceux qui aiment bien One Piece, le foreshadowing, tout ça, qui se bagarrent, c'est One Piece, vous savez, Attaque des Titans, qui est plus fort à mettre des trucs dans le tome 1 qui en fait sont importants dans le tome 12. Enfin non, dans le tome 12 000. Et ben moi je vous dis Ayate no Gotoku number 1 parce que si vous voulez, déjà un des méchants finaux, on connaît son nom dans le tome 1. Bon déjà. Mais le vrai truc, et ça c'est un peu une idée comme les deux précédentes que j'ai dites qui paraissent ultra mauvaises sur le papier, mais que l'auteur il a réussi à me retourner le cerveau avec. Il y a un personnage qui, selon sur quel support tu lis le manga, peut exister dès le tome 1. Alors que c'est un personnage tardif. Donc bon, je vous donne pas l'astuce, je vous laisse trouver tout seul. Mais ouais voilà, donc selon le support, hein, ce qui veut dire que si par exemple vous avez lu Ayate no Gotoku en scan sur internet ou je ne sais quoi, déjà c'est pas bien. Et en plus, c'est pas impossible que vous n'ayez pas vu ce personnage avant un tome très tardif, alors que moi, je l'ai vu dès le tome 1. Et c'est pas une histoire de ils ont rajouté en fond dans les cases de la version manga, non, c'est pas un truc comme ça. C'est pas un rajout, les chapitres intérieurs sont pareils normalement. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça, mais c'est vraiment un coup de génie. Franchement, puis c'est comme One Piece pour le coup, c'est vraiment niveau... Vous voyez, c'est un peu comme Jinbei. Jinbei il est mentionné dans des tomes du début. Pas au tout début, mais... voilà, enfin Jinbei il est mentionné, on dit son nom carrément, je crois que c'est Yosaku et Johnny qui le disent. C'est vers l'arc des hommes poissons donc logiquement. Et on le voit genre 50 tomes plus tard. Bah là c'est pareil, et là il y a un personnage qui existe dès le tome 1 mais enfin dont on dit le nom dès le tome 1 et qui apparaît vers la fin. Et pareil, il y a un personnage qui existe dès le tome 1. Physiquement on peut le voir, mais qui dans l'histoire n'apparaît qu'au tome genre 51 ou un truc comme ça. Voilà, donc bon je laisse cogiter ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent je pense qu'ils voient de qui je parle. Et donc voilà, donc c'est vraiment génial Ayate no Gotoku. Franchement je suis très content, je pense que vous vous rendez peut-être pas compte à quel point pour moi c'est dingue d'avoir fini Ayate no Gotoku. C'est même un peu émouvant. Et pour tout dire, c'est même encore plus émouvant le fait que j'ai eu tous ces tomes à Noël. Parce que c'est un peu un miracle déjà en soi que j'ai eu tous ces tomes et que j'ai fini la série. Mais à Noël en plus, pour ceux qui ont lu ne serait-ce que le premier tome ou qui ont vu le premier épisode d'Ayate no Gotoku, vous savez pourquoi à Noël c'est important. Enfin Noël c'est un peu symbolique dans Ayate no Gotoku, donc c'est encore plus incroyable. Voilà. Puis en plus j'ai commencé, du coup,
Le manga commence à Noël et puis finit à Noël de l'année d'après. Et donc techniquement, j'aurais pu faire toute l'année si j'avais fait traîner le truc. Mais bon, je voulais pas lire le manga en temps réel non plus, faut pas exagérer. Enfin bon, dans tous les cas, c'est la fin là. Donc j'ai fini les 52 tomes. C'est une série quand même sacrément longue, hein, mine de rien, je sais pas si vous vous rendez compte vraiment. C'est pas si loin de Fairy Tail. Si on compare à One Piece, on serait pas loin de l'ellipse, je crois. Et voilà, enfin c'est plus que. Je crois que c'est plus que Dragon Ball par exemple. Donc c'est quand même une série qui a su se maintenir dans le temps, ce qui veut dire qu'elle avait eu quand même un relatif succès. Bon, après, pour relativiser, c'est dans le même magazine que Détective Conan, donc ils sont peut-être aussi plutôt tranquilles niveau durée des séries, je sais pas trop. Dans tous les cas, j'ai fini ma grande lecture de Hayate no Gotoku, mais ça veut pas dire que y a rien qui suit. Parce que oui, il y a 3 différents aspects qui font que c'est pas il y a une continuité derrière en ce qui me concerne. Alors le premier c'est en termes de grosses séries comme ça que je lis d'un coup et que je me permets de rattraper. C'est pas fini parce qu'il y a encore 2 autres séries comme ça. Donc c'est-à-dire 2 autres séries. Alors il y en a une qui est finie et une qui n'est pas encore finie, donc où j'avais que quelques tomes et j'aurais voulu en avoir beaucoup plus et j'ai eu beaucoup plus. Donc au même moment que Hayate no Gotoku. Donc c'est à dire qu'il y a 2 autres séries que vous me verrez en mode bon alors j'ai relu 15 tomes d'un coup, voilà, mais c'est pas par exemple pas le mois prochain je pense. Parce que bah là avec Hayate no Gotoku j'ai commencé à épurer un peu, bah, j'ai déjà commencé, vous avez vu une partie précédemment dans la vidéo. Voilà, je me permets de lire un peu les trucs qui font partie de ce que je voulais lire depuis longtemps mais que je pouvais pas parce que j'étais bloqué sur Hayate no Gotoku. Donc voilà, mais une fois que ça se sera un peu passé, que j'aurai un peu coupé dans mes piles de lecture, du coup il y aura 2 autres séries que je vais lire intensément, que j'ai en stock là. Donc ça c'était le premier moyen à travers lequel ça continuait. Mais ça c'était voilà, ça c'était plutôt d'un point de vue très personnel. Mais sinon, d'un point de vue de l'auteur, donc de Kenjiro Hata. Et ben là aussi c'est pas tout à fait fini vu que il y a le manga Tonikawa. Ça, je crois que c'est l'abrégé, en vrai c'est avec Tonikaku Kawaii. Qui alors n'est pas sorti en France encore, mais c'est le manga suivant, enfin si tu comptes pas Destra Aspera qui était en parallèle en plus techniquement. C'est le manga suivant de l'auteur de Hayate no Gotoku. Et il y a eu un animé, je l'ai pas vu exprès parce que je voulais me lire le manga quand il sortira. Et ça a eu l'air d'avoir du succès, donc ça m'étonnerait pas qu'ils sortent le manga en France, et je pense qu'ils vont le sortir. Et voilà, ce sera un peu dans la continuité. Donc même en manga de l'auteur, c'est pas complètement terminé quoi. Et troisième aspect des choses, c'est qu'il y a aussi une continuité pour moi en ce qui concerne Hayate no Gotoku en général. Parce que bah, l'anime, comme je vous ai dit la première fois qu'on en a parlé, j'ai vu que la moitié de la saison 1. Et du coup j'ai encore tout l'univers animé de Hayate no Gotoku avec visiblement des histoires originales et pas mal de fillers mais supervisés par l'auteur quoi, qui peuvent être intéressants. Bon pas maintenant hein, parce que là j'en ai mangé beaucoup du Hayate no Gotoku, mais ça signifie donc que j'en ai pas fini avec cet univers, s'il peut consoler un peu du fait que j'ai fini la série. Bon après ce sera voilà dans un certain temps, le temps que j'oublie le plus de détails possible de l'histoire, histoire d'avoir un peu de surprise, un peu de renouvellement, un peu de ah mais oui c'est vrai il se passait ça quand je verrai l'animé. Et en plus de ça, les personnages de Hayate no Gotoku visiblement se passent dans le même univers, enfin sont dans l'univers de Tonikaku Kawaii. Il le dit à la fin du tome 52. Et d'ailleurs, soit dit en passant, l'univers d'Hayate no Gotoku a dû être retcon. À la toute fin, il le dit aussi en même temps. C'est-à-dire que le manga se passe en 2005 à la base. Et finalement, il se passe en 2017. Parce que entre temps, vu que le truc a été publié genre pendant 13 ans, littéralement, et ben, il y a eu les téléphones les smartphones, les YouTube, tout ça qui sont mentionnés dedans. Et ça fait pas de sens si ça se passe en 2004. Donc l'auteur, il a dû retcon
À la fin, il est en mode ouais, on va dire que ça se passe en 2017 si ça vous dérange pas. Et donc Tony Kakukawai, je sais pas à quelle époque ça se passe, peut-être en 2020, peut-être en 2017, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, ils seront pas beaucoup plus vieux les personnages de Ayate no Gotoku si ça se passe à notre époque, Tony Kakukawai. Mais on pourra les voir à mon avis, au moins certains. En tout cas c'est ce qu'il dit dans la fin du tome 50. Alors peut-être qu'il parlait d'une autre série qu'il a prévu de faire après, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, j'en ai pas totalement fini avec Ayate no Gotoku au final. Il y a peut-être même un Ayate no Gotoku multiverse, enfin pas multiverse mais universe du coup, univers partagé. Donc si ça se trouve, c'est même le début de quelque chose de grand. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est une série que j'apprécie vraiment beaucoup et je suis très content d'avoir réussi d'avoir pu même lire tous les tomes et d'ajouter ça à mes séries terminées. Même s'il est en même temps un petit peu triste. Parce que bah ça Ayate no Gotoku quoi. Je m'attendais vraiment pas. Vous m'auriez demandé il y a un peu plus de 6 mois, j'aurais vraiment pas dit oui bien sûr, oui, en 2021, bah, j'aurais tout lu. Je vous aurais dit ah bah peut-être en 2028 si jamais j'ai trouvé une occasion par chance en 2027 et que bah vous voyez. Donc très cool, très cool. Vraiment, ce sera la dernière fois que j'en parle, alors je vais le redire. Je vous conseille ce manga absolument. C'est, vous voyez tout à l'heure je vous ai conseillé Shibuya Vampire Karine. Shibuya Vampire Karine c'est, on va dire, un petit, c'est un conseil sympa quoi. C'est un conseil, oh allez ça va, tu vas passer un bon moment en lisant. Ayate no Gotoku c'est un conseil ultime, c'est-à-dire vraiment tu pourras t'esclaffer de rire si t'es sensible à l'humour de Ayate no Gotoku. Et ou être très ému, ou être très impliqué dans l'histoire. C'est très cool et il y a des moves de génie quoi que j'arrive toujours pas à expliquer. Donc franchement foncez. Mais bon, allez, on en a fini avec lui pour ces vidéos. Sauf dans 50 ans quand je le relirai. S'il y a toujours des vidéos d'ici là, mais ouais. Bon allez, c'est adieu Ayate no Gotoku. On te reverra peut-être dans 50 ans. Et donc, le dernier manga de cette lecture du mois de avril 2021. C'est Beastars par Paru Itagaki chez Kiun. Et donc du tome 12 au tome 15. Alors, donc c'est assez cool de pouvoir se replonger dans Beastars. Ça faisait longtemps que je me demandais ce qui se passait, vu que en fait, j'avais acheté ce tome-là en stock. Sauf qu'après j'ai dû attendre qu'il y en ait 3 qui sortent. Enfin, vous connaissez la chanson. Vous connaissez la musique, quoi. Vous savez comment ça se passe. Et le truc, c'est que c'était plutôt sympa. L'histoire avance. En fait, je me demandais justement, à peu près dans ces eaux-là, quoi, un peu avant de dire cela, pourquoi, enfin, pas pourquoi, plutôt comment l'histoire allait continuer d'avancer. Parce qu'ils avaient résolu, enfin, la seule intrigue qui n'était pas 100% résolue, perfecte, c'était la romance, et encore. Et encore. Et là, ça a l'air de... ça part vers de nouveaux horizons. Ils ont trouvé un moyen, enfin l'auteur a trouvé un moyen d'agrandir l'univers de Beastars encore et de rendre le truc beaucoup plus avec beaucoup plus de perspective. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à l'oublier ça, mais ça s'appelle Beastars quand même. Et le rôle de Beastars ça a été très peu exploré en fait au final. Mais voilà, lui c'est, attention spoil, le Beastars. Et maintenant que j'y pense, en fait tous les personnages en couverture là sont des persos importants dans l'histoire qui se passe en ce moment. Bah c'est un peu logique, mais et donc Legoshi prend une sorte de nouveau départ. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour ceux qui veulent pas savoir. Et l'histoire est vraiment sympa. Il y a plein de ça se renouvelle bien. Par contre, j'ai remarqué un truc. Alors attention, léger spoil sur ce qu'aborde cette partie du manga. On savait déjà, donc ça c'est pas trop un spoil, que Legoshi avait un grand-père lézard. Ce qui n'est pas... c'était pas spécialement dérangeant, tu savais pas trop... en plus tu savais pas les détails, donc bon. Même si c'est bizarre qu'un loup soit le petit-fils d'un lézard. Mais on n'avait pas trop les détails, on savait pas trop pourquoi ni comment, ça se trouve il était adopté, on sait pas trop. Donc c'était pas dérangeant. Sauf que là, on a beaucoup de détails sur le background du grand-père et même de la mère de Legoshi. Et ça pose un peu problème
dans le sens où le manga, enfin pas problème en soi, mais le manga qui était jusque-là assez réaliste, enfin c'était genre vraiment une histoire assez réaliste, sauf que ça se passe avec des animaux quoi, enfin des animaux anthropomorphiques, passe de plus en plus dans le domaine du surnaturel en fait avec ces histoires, parce que déjà on sait maintenant dans le manga, attention petit spoil, que les hybrides entre espèces c'est possible dans le monde de Beastars. Bon, vous allez me dire, ouais bah c'est des humains, c'est pas des vrais animaux, c'est des animaux humanoïdes, donc bon ça passe, pourquoi pas. Mais moi je trouve déjà ça rajoute des espèces d'hybrides génétiques, là ça rajoute une petite couche science-fiction, une petite couche surnaturelle. Mais bah, on va dire que c'est potable, ça reste des humanoïdes au final, donc pourquoi pas. Mais après, il y a un autre élément, et là beaucoup plus surnaturel, et surnaturel de manière beaucoup plus explicite, qui peut pas être expliqué par la génétique ou je ne sais quoi, enfin sauf s'il trouve une explication, ça se passe à la fin du tome 15, pardon. Donc sauf s'il trouve une explication magique génétique au niveau des loups ou je sais pas quoi, mais ce serait un peu bizarre. À la fin du tome 15, Legoshi voit, alors qu'il est dans un état, on va dire, en mauvais état, Legoshi voit le fantôme de sa mère, qui lui raconte des trucs. Mais du coup, c'est pas une hallucination à la douleur ou je sais pas quoi, ou c'est pas un truc ambigu, parce que le fantôme lui raconte des vraies histoires qui ont l'air d'être valides, que Legoshi ne peut pas connaître. Donc c'est pas genre une hallucination ou une vision en mode le grand-père de Yugi qui lui dit Yugi, tu peux y arriver. Non, c'est vraiment sa mère, le fantôme de sa mère qui lui raconte des trucs. Ce qui veut dire que les fantômes existent dans Beastars. Le surnaturel existe. Et ça, je trouve que c'est un assez gros, c'est un assez gros truc, mine de rien, le fait que les fantômes existent dans cet univers. Et ça, plus les hybrides génétiques dans le même truc de lecture, vous voyez, j'ai lu les cas d'affilée, donc dans le même truc de lecture, je me dis que Beastars commence peut-être à partir vers un petit peu trop surnaturel. Enfin, après, c'est pas un mal en soi, mais souvent les séries qui commencent réalistes et qui ensuite débarquent dans le surnaturel, ça a tendance à faire bizarre. T'as tendance à te dire, ouais, c'est moyen crédible, quoi. Parce que la série te campe un univers comme le nôtre, quoi. Et donc si on te dit d'un coup que, ah ouais, en fait il y a des fantômes, bah t'as un peu la même réaction que si on te disait qu'il y a des fantômes dans notre monde à nous. Donc bon, après pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai que bon, c'est pas plus mal de connaître le passé. Mais je sais pas, on aurait pu avoir un flashback pour nous les lecteurs ou un truc comme ça. Ou ça aurait pu, comme je viens de dire, être une hallucination. Si enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre une hallucination qui raconterait pas le truc à Legoshi, mais qui penserait pour nous le lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Mais en tout cas, ça étend bien l'univers de Beastars, et je suis très pressé de voir jusqu'où ça va aller, parce que là, du coup, les limites qui étaient jusque-là, l'école, et le fait de trouver le meurtrier, et la romance, machin, ont tout été plus ou moins débloquées. Et du coup, le manga peut vraiment partir assez loin, et sachant qu'en plus, il y a le spin-off Beast Complex qui va sortir, en France, ça montre que l'univers est encore riche, mine de rien, et qu'il y a de quoi raconter même après avoir fini Beastars. Donc ça présage du bon, je vous le conseille encore et toujours, hein, Beastars. C'est très cool, même si moi par exemple au début j'étais un peu rebuté par le style graphique des couvertures, et même de l'intérieur du manga qui faisait un peu bizarre. Mais on s'y habitue très vite, franchement maintenant je vois plus la différence avec un autre manga. Hein. Je me dis pas, ah ouais c'est du Beastars, c'est vrai que c'était dessiné bizarre. Non, franchement je me dis, oh Beastars, cool. Donc voilà, je vous le conseille. Alors, du coup, voilà. Donc ça fait beaucoup de lectures pour ce mois-ci. Hein. Donc qu'est-ce que je peux en dire au final? Bon bah, c'est que c'était riche en nouveautés, mine de rien, hein, ce mois-ci. Pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que bon, après ça va peser sur mes achats réguliers. Mais bon, c'était des découvertes sympas, franchement. Les séries que j'ai continuées, bah, c'était des séries qui ont continué plutôt bien. Et bah voilà, même deux mangas d'occasion, c'est pas mal. J'ai pas mal lu du coup ce mois-ci. Et bon,
Bon bah je vais quand même je vais sûrement arrêter. C'était déjà le cas normalement, mais bon, avec Mashle, avec Nagatoro, avec Rent a Girlfriend, j'ai un peu bafoué la règle. Je vais sûrement arrêter d'acheter des nouvelles séries qui ne sont pas dérivées d'un animé que j'ai vu ou d'un truc comme ça. Parce que déjà il y a plein de séries qui dérivent d'un animé que j'ai vu qui vont sortir bientôt. Mais en plus, j'ai vraiment... ça ressemble peut-être... on dirait peut-être que j'exagère et tout. Mais c'est pour de vrai là que je suis vraiment limite niveau sortie. C'est pour ça que je les prends par 3 les mangas. Là si on a 4 parce que j'avais stocké celui-là. Mais c'est pour ça que j'ai... Voilà, les séries, vous voyez, Beastars, Konosuba, tout ça. C'est par 3 parce que justement je suis sur le fil et je dois vraiment faire en sorte de les acheter au dernier moment. Dans ma tolérance en retard. Donc, rajouter Mashle, Nagatoro et Rent a Girlfriend par-dessus, ce serait vraiment rajouter de l'huile sur le feu, quoi. Bon, pour le coup, je pense que Nagatoro et Rent a Girlfriend, j'ai encore un espoir de pouvoir ne pas continuer si les cartes m'attirent pas trop. Mais Mashle, par exemple, je pense que là c'est mort. Je vais continuer à mon avis. Donc bon. Ça ferait une contrainte de plus un peu. Mais en tout cas, je suis pas du tout mécontent de ces lectures et je suis quand même content d'avoir acheté les tomes 1. En fait, je me dis, je devrais être un peu plus flexible. Si j'étais un peu plus flexible, j'achèterais, je ferais beaucoup moins de séries et j'achèterais beaucoup plus de tomes 1. Parce que comme ça, c'est dans ma collection, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que c'est dans ma collection, il y a bien un moment dans ma vie où je vais me dire, oh si je continuais ça, ah bah tiens, tous les tomes sont déjà sortis, hop. Vous voyez? En plus, ce serait peut-être plus agréable à la lecture. Donc, bon, non, je peux pas me permettre d'être plus flexible en ce moment. Mais si un jour mes séries en cours baissent suffisamment, je ferais peut-être ça. Peut-être que j'achèterai beaucoup plus de premiers tomes et que je resterai et je continuerai seulement les séries qui me plaisent vraiment vraiment beaucoup sur le moment ou de manière générale. Bon, on verra ça, on verra. En tout cas, là, il y a pas mal de mangas, donc ça m'étonnerait pas que certains d'entre vous aient de quoi discuter autour de ça. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous avez des sujets à aborder. Hein. Essayez d'éviter, par contre, forcément de spoiler, me spoiler moi. Donc vous savez où j'en suis dans les séries là, dans ces séries là du coup. Hein. Mais évitez de non seulement me spoiler moi, mais en plus évitez de spoiler les autres. Donc si vous parlez du tome 14 de Beastars, peut-être essayer de mettre attention, spoil du tome 14 de Beastars, vous passez 3 lignes dans le commentaire, hop, et vous mettez le truc en question. C'est jamais trop arrivé, mais je préfère le préciser à chaque fois parce que je sens qu'un jour ça va arriver. Et j'ai pas envie que des gens se fassent spoiler à cause de moi, c'est horrible de se faire spoiler. Mais voilà. Et on n'oublie pas quand même, les cartes c'est très sympa. Hein. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. Les cartes c'est très sympa, voilà, c'était Japanman, à plus.